Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle masterclass du MBA MCI, le MBA Marketing, Communication et Innovation de Vinci Executive Education. Bon, c'est une habitude qu'on a pris maintenant depuis plusieurs mois de vous partager nos masterclass. Voilà, où ce sont des masterclass qui sont proposées habituellement à nos étudiants et donc on les ouvre sur les réseaux sociaux donc du MBA. Pourquoi? Parce que Internet, ça reste, en tout cas on le souhaite, hein, on milite pour une économie du partage c'est aussi une industrie dans laquelle on apprend beaucoup des autres et avec les autres. Et justement, donc pour cette masterclass, on a la chance d'avoir un professionnel qui, lui, est complètement dans le partage. Vous allez voir, ça va être très intéressant tout ce qu'il va nous raconter. C'est Sébastien Griot. Bonjour Sébastien. Salut Louis, écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là. J'espère que ça sera intéressant. En tout cas, on va parler de SEO. On va parler apparemment un petit peu de mon parcours. Il y a peut-être des choses un petit peu atypiques dedans. On verra ça. Et on va surtout parler aussi d'IA et d'automatisation. Donc peut-être des sujets qui peuvent être intéressants. Ouais, on a un bon programme. Tu sais, c'est toujours la pression au début. Tu sais, tu dis, vous allez voir, ça va être super intéressant. Bon, ça y est, là, voilà. On a lancé un teasing fort, impactant. Les étudiants cette année, cette semaine, ont travaillé sur leur module SEO. Donc, vous avez un module sur les fondamentaux du SEO. Donc, tu vois, ta masterclass, en fait, elle vient parfaitement conclure cette semaine. On va effectivement parler de ton parcours parce que ton parcours, alors il est atypique. Tu sais, alors atypique, c'est un mot qu'on met un petit peu à De tout toutes le les monde, sauces. Exactement, c'est le parcours de tout le monde. En tout cas, je trouve que ton parcours, il est représentatif de cette génération, tu vois, des trentenaires, des quadras, qui finalement ont découvert le digital par eux-mêmes, tu vois, qui sont quand même des autodidactes, parce que je me mets tous les deux dans la même génération. On n'a pas vraiment eu des études, en tout cas Non. une formation initiale sur le net. On est d'accord? C'est même pire que ça. C'est les mots qu'on apprend aujourd'hui. Nous, c'est des concepts qu'on a découverts. Et au bout d'un moment, il y a des mots qui sont venus dessus. On a fait, ah d'accord, ok, maintenant ça s'appelle comme ça. D'accord, très bien. Bon, je parlais d'autodidacte. En fait, toi, tu es totalement un autodidacte, puisque, en fait, on peut le dire, on peut prononcer le gros mot. En fait, toi, tu es un geek. Voilà. Ça part de là. C'est-à-dire que on va arriver vers ton métier passion, hein, le SEO. Mais en fait, à la base, avant d'être un métier, c'est surtout une passion. C'est ça, Sébastien? Oui. Un geek, je sais pas. En tout cas, je suis venu au SEO comme je suis venu à l'informatique, à savoir comprendre ce qui se passait dans une boîte noire. Voilà. De quelque chose que j'utilisais tous les jours. Et quand j'utilise quelque chose, je me passionne vite. Et l'outil informatique et le SEO, c'est ce qu'on appelle des rabbit holes. Et donc, du coup, il y a de quoi faire, il y a de quoi manger, à boire pendant des années. Et donc, du coup, voilà. Alors, tu parlais d'informatique parce que justement, toi, en fait, tu viens de l'informatique. C'est ça, Oui. hein, c'est ce qui t'a amené vers le SEO. Et puis aujourd'hui, l'IA et, je veux dire, le marketing digital d'une façon générale, puisqu'on va parler aussi de ce que tu fais au sein de ton agence, mais c'est l'informatique. Donc, c'est quel type d'informatique? C'est l'informatique des développeurs? C'est les 0 et les 1? Alors, à la base de la base, si vraiment on veut parler de mon parcours, et parce que j'en suis très fier, à la base, j'ai eu un BEP dans la vente. Donc, j'ai eu des difficultés scolaires. J'ai dû me réorienter. Donc, mes parents étant dans le commerce, j'ai toujours une fibre commerciale. J'ai toujours travaillé à côté, au contact des clients. Je me suis passionné. J'ai repris goût aux études. J'ai eu la chance de pouvoir rebifurquer dans une technologique. Et là, après, je suis parti dans l'informatique. Donc là, j'ai fait un BTS, informatique de gestion. Donc là, c'était vraiment du développement. Ensuite, j'ai intégré une école où j'ai pu faire une licence, un master et un master. Et là, c'était spécialisé donc en dev, mais surtout en gestion de projet. Et le concept, c'était comme l'informatique, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Alors, on doit nous apprendre à apprendre. Et pendant 3 ans, on nous a appris à apprendre constamment. Et donc, du coup, à la suite de mes études, comme j'ai surtout un bagage aussi commercial derrière, et que j'étais pas le meilleur développeur de la Terre, j'ai eu des camarades qui étaient largement meilleurs que moi, même si j'ai quand même bien fini haut, mais peu importe, c'était pas une vraie passion. Ma passion, elle se trouvait plus dans le commerce, et donc du coup, très rapidement, j'ai aimé partager. Quand j'étais alternant, puisque j'étais alternant à la fin de mes études, j'ai maintenu un blog de ce que j'apprenais sur Internet, et il s'avère que pour pouvoir maintenir un blog, fallait faire déjà un choix technologique. Je suis parti sur WordPress.
WordPress m'a passionné, on parle en 2008, ça m'a passionné. J'ai décidé de commencer à parler de WordPress et il s'avère que dans le milieu de WordPress, on parlait déjà du SEO à cette époque. C'était déjà quelque chose de très important pour WordPress. Et donc, je suis tombé dedans et je n'en suis plus sorti. Ouais, c'est ça. Alors, il y a un côté, effectivement, je suis tombé dans la marmite et finalement, je me suis bien trouvé. Toi, à la base, cette passion pour le SEO, elle arrive via WordPress, à tel point qu'en fait, tu deviens un des principaux experts, en tout cas, de WordPress sur notre marché, qui était débutant. On parle, tu nous disais 2008, hein, la fin des années 2000, début des années 2010, des experts WordPress, il n'y en a pas tant que ça, en France en tout cas. Il n'y avait tellement pas tant que ça que j'étais allé au tout premier WordCamp. Et le tout premier WordCamp, je crois qu'on était 25, il me semble, dans la salle. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de personnes qui se déplacent. Donc oui. Et en effet, après, il y a eu un incident de parcours. Ce qui s'est passé, c'est que tout est parti, en fin de compte, d'une passion. Ce que j'ai pas raconté, c'est que l'informatique, j'étais seul pour pouvoir l'apprendre au tout début, avant de faire des études dedans. Internet m'a énormément aidé. Je suis parti sur du Linux. J'ai beaucoup travaillé sous Linux. J'ai fait partie de mailing list où les gens m'aidaient. Et j'ai trouvé ça magique d'avoir des gens qui étaient à notre disposition juste par passion. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que mon blog, on va en parler, mais mon blog, à un moment donné, a bien marché. Je me suis très bien positionné sur référencement WordPress et la conception de site WordPress. Je partageais énormément dessus toutes mes découvertes. Et il s'avère que on avait fait un choix à l'époque, c'était de faire du e-commerce sous WordPress. Alors aujourd'hui, ça peut peut-être sembler naturel. À l'époque, on me prenait pour un dingue. Parce qu'il faut vraiment voir ce que c'était à l'époque. Voilà. Sauf que je trouvais que WordPress était tellement modulaire et tellement simple que je pensais que ça allait fonctionner. L'avenir m'a donné raison. On a décroché à la fin de mon agence de très beaux contrats. Mais à partir du moment où il y a WooCommerce qui est arrivé, on a eu une énorme exposition puisqu'on était quasiment la seule agence en France à proposer ça. Et il s'avère que tout ce qui nous ramenait du trafic, c'était que du SEO. Je n'avais rien fait en termes d'autres démarchages commercial puisque c'était une passion, donc ça venait un petit peu tout seul. J'écrivais sur mon blog. Et ce qui s'est passé, c'est que on nous a hacké pendant 10 mois. Voilà. Donc mon site a été hacké en long, en large et en travers jusqu'à faire des choses incroyables. Donc j'ai découvert des hacks que je ne soupçonnais même pas que c'était possible jusqu'à temps qu'on disparaisse. Ça a fait faire que mon entreprise a fait faillite. La passion, elle est restée. Donc du coup, je suis retourné en agence. C'était passionnant. Je suis retourné chez le client et ça m'a amené même à travailler chez des clients auxquels on ne serait pas du tout attendu. Et ça a permis de compléter l'histoire. Et aujourd'hui, allez, on revient créer une agence et je ne recommettrai donc pas deux erreurs. La première, c'est de faire une agence seule. Donc aujourd'hui, je le fais avec la seule personne en qui j'ai la plus grande confiance, c'est mon épouse. Et la deuxième chose, ne pas tout miser sur le référencement. Le SEO, c'est bien, mais ça peut disparaître du jour au lendemain. Ouais, non, mais bon, c'est bien qu'effectivement, tu es le sourire aujourd'hui, mais on imagine bien que, en fait, victime de ton succès, tu as forcément, enfin, forcément, non, c'est pas naturel, mais tu as attiré l'attention effectivement de hackers. Nous, à notre modeste niveau, donc le blog des étudiants mbmci.com, qui faisait quand même à peu près 10 000 visites par mois, aussi a subi un gros hack il y a quelques mois et on a toujours du mal à s'en remettre. Donc, on imagine bien dans quelle Je crois situation. tant qu'on, même en SEO et quand on fait du business, je pense qu'il faut être victime d'un hacking et même de perdre son entreprise, de faire faillite, parce qu'on apprend énormément. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai refait les choses d'une manière très différente, mais la passion est toujours là. Donc du coup, non, je peux pas dire que je suis fier d'avoir fait faillite, pas du tout. Mais je pense que c'est une expérience de vie qui m'a fait grandir. Donc, tu l'as dit aujourd'hui, donc tu es le cofondateur de l'agence Coeki. Oui, Donc, tu as cofondé avec ton épouse. oui. Et justement, alors, on en parlait, hein, tu vois, en préparant cette masterclass. Ce choix que vous avez fait, hein, de monter cette agence, en fait, il est né d'une collaboration, en tout cas de plusieurs collaborations que vous avez eues avant, bien sûr. Je parle à titre professionnel, puisque toi, en fait, tu as aidé ton épouse dans son ancienne activité. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. Alors, on a fait deux choses. La toute première,
On n'avait tellement pas assez de travail qu'on s'est dit qu'on allait s'en rajouter en plus. Et un jour, on a eu une idée comme ça qui nous a traversé l'esprit pour nous détendre. On a créé un site web qui s'appelle lepulmoche.shop et on s'est mis à faire de l'anti-vente dessus en se moquant des produits. Et il s'avère que ça a très bien marché. Et ça a été une activité qui nous a permis de collaborer, elle et moi, en fin d'année, plusieurs années d'affilée. On a même produit notre propre pull à un moment donné. Et donc, du coup, ça nous a donné une vraie première expérience professionnelle ensemble de voir que il n'y avait pas que dans la vie qu'on marchait très bien, on marchait aussi très bien professionnellement parlant. Et il s'avère que de son côté, elle a été 12 ans responsable de e-commerce dans une entreprise. Elle commençait un petit peu à vouloir voir ce qui se passait ailleurs et elle a été démarchée sur LinkedIn par une entreprise qui, en fin de compte, venait de licencier l'intégralité de tout son plateau de e-commerce pour des histoires, sauf que le site faisait un certain chiffre d'affaires et qu'il avait besoin de toute urgence de remettre quelqu'un aux commandes pour tout recréer le service. Et il s'avère que cette personne avait quand même une petite particularité, c'est qu'en vérité, c'était un sex shop. Donc, c'était pas juste un sex shop. En réalité, c'est ce qu'on appelle un love shop. Donc, la différence entre les deux, elle est que le love shop, c'est quelque chose qui se veut beaucoup plus ouvert. On a des vitrines, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. On ne voit pas les sextoys. Alors, je suis désolé pour YouTube, il va falloir biper parce que c'est des mots qu'il n'aime pas trop. Mais on ne voit pas les objets qu'on peut imaginer directement en vitrine. Ils sont plutôt cachés et on est plutôt dans l'épanouissement des femmes. Et donc, du coup, c'est un endroit où il y a énormément de femmes. Et du coup, Diana m'a demandé, parce que je trouvais le projet passionnant, de venir m'occuper de toute la partie SEO et la partie content. Et il s'avère que ça a été extrêmement formateur de travailler dans le milieu du plus de 18, parce que c'est quand même du plus de 18, puisque j'ai appris du SEO, je dirais, très propre pendant de nombreuses années. J'étais persuadé que c'était propre, c'était blanc ou noir. Et il s'avère que j'ai découvert que le SEO, c'était surtout très gris. Et que du coup, il y avait plein de choses à calibrer et que ça dépend. C'est la phrase favorite de tout le monde dans le SEO. Ça dépend. Et j'ai découvert un gros ça dépend que je n'imaginais pas. Et donc, du coup, ça a été extrêmement formateur. J'ai adoré. Alors, Sébastien, voilà, tu me fais la bonne transition pour parler du SEO et mettre les pieds dans le plat, parce que le SEO, tout numérique, informatique qu'il est, ce n'est pas une science exacte. Et c'est peut-être ça, en fait, qui fait que tu l'aimes tant. Ah, c'est même pas une science du tout. On essaie de deviner, on essaie de comprendre, on essaie de savoir comment ça marche. Et c'est quelque chose de communautaire. C'est-à-dire que ce que je sais, je le sais parce que d'autres ont fait des tests. Si tu veux, je suis également passionné de speedrun. J'adore regarder des vidéos de speedrun sur Internet, de gens qui racontent l'histoire des speedruns, parce que c'est quelque chose de collectif. C'est peut-être quelqu'un qui va avoir la victoire au bout, mais ça a été une construction collective. Et dans le SEO, il y a énormément de collectifs. Je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui si j'avais pas un jour à la Fnac trouvé en 2008, 2009 le livre d'Olivier Andrieux, que j'ai oublié le titre, mais il est derrière moi. Et ça a été ma Bible pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, je continue à suivre mes pairs et je trouve ça indispensable. Et heureusement qu'ils sont là parce que on apprend tous les jours et j'apprends tous les jours. Et je dirais que c'est ça que je crois que j'aime le plus dans le SEO. C'est pas de découvrir, c'est d'apprendre tous les jours. Tous les jours, on apprend. Tous les jours, ça change. Alors, il y a des choses qui bougent pas, qui sont immuables. L'expérience utilisateur, par exemple, c'est immuable. Mais à côté, on va apprendre à se peaufiner, à maximiser. Il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui changent. Et si on veut une bonne transition, ce qui change aujourd'hui beaucoup dans le SEO, c'est l'IA. Hein. Aujourd'hui, en SEO, on a une double problématique que les autres. Peut-être que d'autres métiers ont cette problématique-là, mais pas tous les métiers. Nous, on est tant impacté dans notre métier en lui-même, puisque qu'est-ce que va devenir la SERP? Qu'est-ce que va devenir Google? Qu'est-ce que va être l'IA dans le monde du SEO? Mais également, comment l'utiliser dans notre quotidien pour pouvoir produire. Bon, ça, c'est plus les problématiques de monsieur et madame tout le monde. Et donc, du coup, nous, on a vraiment une espèce de double impact qui fait que, par exemple, en ce moment, je suis à fond dans l'IA parce que c'est être à fond dans le SEO. Bon, on va parler d'IA, parce que donc, je pense qu'on l'aura bien compris. En tout cas, tu nous diras comment on peut te contacter, comment on peut te suivre. Il y a Je vais vraiment faire plein ma d'infos promo, t'inquiète. à ton sujet. Mais sur LinkedIn, vous pourrez voir à quel point, en tout cas, Sébastien est SEO addict.
et en fait, tu es aussi e-addict Oui, depuis peu. 2 ans. Alors, raconte-nous comment tu es tombé dans cette nouvelle marmite de l'IA. Oh, alors il s'avère qu'il y a 10 ans, j'ai fait de l'affiliation sur Internet. Donc je te disais, je suis quelqu'un de passionné et mon site, c'était vraiment, je racontais tout ce que je faisais, tellement que si tu lisais ce que je faisais, en fin de compte, tu pouvais refaire mon métier. C'est tout ce que je savais était écrit. Et un jour, j'ai découvert des gens qui gagnaient plein d'argent en mettant en avant des thèmes et des plugins WordPress sans jamais vraiment les avoir utilisés. J'ai pas trouvé ça très éthique et je me suis dit, bah tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais monter un site parallèle et je vais commencer à faire la même chose. Donc, je me suis mis, à l'époque, on parle, il y a un paquet d'années, hein, on parle de faire ces fameux trucs, les 10 thèmes WordPress ceci, les 10 plugins cela. Ça a extrêmement bien marché, sauf que c'était extrêmement répétitif et je trouvais ça pas intéressant du tout. J'apprenais rien. Le moins qu'on puisse dire, c'est que, alors là, je faisais la même chose tous les jours et je me suis dit à cette époque, donc on parle d'il y a 10 ans, je me suis dit, une machine pourrait faire ce que je fais. Ce que je suis en train d'écrire là maintenant tout de suite. Et donc, j'ai cherché, j'ai écrit un début de cahier des charges pour essayer d'un peu d'automatiser tout ça, sauf que je trouvais ça pas assez bien pour Google. Et donc, du coup, j'ai abandonné. Et par l'entremise, j'ai aussi abandonné ce projet-là, même s'il me rapportait de l'argent, bah, parce que je le trouvais juste pas intéressant en vérité. Et quand ChatGPT est arrivé, instantanément, j'ai revu ce projet où je me suis dit, une machine peut le faire pour moi. Et bah, le jour même, je prenais un abonnement premium sur ChatGPT parce que j'avais déjà quelque chose à lui faire faire. Ça faisait 10 ans que je l'attendais en vérité. Donc, bah, tout de suite, on est rentré dedans. Et après, essayer de le comprendre, j'ai été, je peux être fier quand même de le dire. J'étais une des premières personnes sur LinkedIn à parler des hallucinations des IA. Je suis fier. Tout le monde m'expliquait à cette époque-là que c'était non, elle était juste entraînée et que c'était vieux. Et que j'expliquais que non, c'était pas possible ce que je voyais. Je ne connaissais pas le terme et je l'ai découvert 2 jours après sur des trucs en anglais. Donc, fier de moi. Mais toujours est-il que, bon, bref, à côté de ça, c'est surtout que c'est passionnant et qu'aujourd'hui, ça s'imbrique à 100% dans mon travail et je dirais plus, ça fait depuis 2019 que Google utilise la même technologie que la technologie qui propulse ChatGPT. Hein. ChatGPT, juste pour souvenir, hein, le T, ça veut dire Transformers. À l'époque, en 2019, Google sort l'algorithme BERT, qui lui aussi a un T à la fin, pour aussi Transformers. Tiens, c'est bizarre. Et donc, c'est exactement la même techno, sauf que il y en a une qui va être utilisée en entrée, l'autre qui va être utilisée en sortie. Je vous laisse deviner laquelle fait quoi. Voilà, donc du coup, je ne peux être qu'extrêmement convaincu que l'IA, ça fait partie de nos métiers et tous les jours, ouais, automatisation plus IA, ouais, gagner 5 heures par jour, je suis même pas sûr que ce soit au grand minimum, c'est ça. Bah justement, et Sébastien, on s'est rencontrés grâce à l'IA, grâce à Indata Veritas. Hein, Augustin. on peut citer effectivement Augustin Garcia, d'ailleurs, qui était l'invité d'une de nos précédentes masterclass, qui est donc le fondateur et éditeur d'Indata Veritas, qui est un média collaboratif autour de l'IA d'une façon générale. Et donc, on a fait il y a quelques semaines une masterclass d'initiation à ChatGPT. Et donc, j'ai rencontré à ce moment-là Sébastien et je l'ai trouvé tellement chouette que je lui ai dit, mais ça serait vraiment bien qu'on fasse une masterclass avec toi. Et vous voyez, il a accepté puisqu'il est avec nous. Dans le petit milieu du SEO, il y a quand même cette crainte de l'IA et on va dire beaucoup de profanes, si je puis me permettre d'en parler comme ça, disent que en fait, ça y est, l'IA va tuer le SEO. Déjà parce que en fait, l'IA peut faire beaucoup de choses dans l'audit. D'accord. Donc, il y a beaucoup de tâches qui sont automatisées dans le SEO. Et donc, on se pose la question de se dire, mais en fait, à quoi sert aujourd'hui le consultant, la consultante SEO? Et puis, la deuxième chose, c'est aussi sur l'évolution des moteurs de recherche en eux-mêmes. Donc, avec l'apparition de SearchGPT, de Perplexity, Google qui a un petit peu de mal, on a l'impression en tout cas, à suivre le rythme. On rappelle que Google a émergé en quelques mois, allez, années, je suis peut-être un peu trop rapide, et qu'il a complètement supplanté ses concurrents moteurs de recherche au milieu des années 2000. Ah oui, c'est vrai ce que tu dis. Va chercher l'ICOS. Mm. À l'époque, j'utilisais voilà.fr. Je suis même pas sûr que ça parle à qui que ce soit. Non, mais oui, et puis les Alta Vista. Oui, tout à fait. Il y avait Yahoo. Il a tué Yahoo.
qui Il était a quand même une tué, oui, bien entreprise sûr. milliardaire, il me semble quand même. Peut-être, je ne sais plus, mais qui valait des centaines de millions, il l'a tué. Ouais. Donc, Donc, enfin, la roue qui tourne, tourne. Alors, franchement, oui, je suis très actif sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux, on se méfie toujours de quelque chose, c'est que le contenu doit attirer l'attention. Donc, mécaniquement, hein, on va être souvent très blanc ou très noir dans ce qu'on dit. Je me moque beaucoup de Google, mais j'aime beaucoup Google. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose qu'il faut, en ce moment, si tu veux, je donne pas mal de formations sur les IA, mais pas que, soit des formations très spécialisées sur le SEO, soit des formations sur d'autres outils comme Copilot. Et pourquoi je te parle de Copilot? Parce que si tu veux, pour moi, c'est la bonne analogie entre, en fin de compte, ce qui est vraiment en train de se jouer. Nous, aujourd'hui, quand on parle de Google, on le voit uniquement sous le prisme de la SERP. Sauf que Google, c'est aussi Google Workspace. Et là où Gemini est capable de faire des choses que Copilot est aussi capable de pouvoir faire, même si par exemple Copilot, on peut le trouver nul quand on discute avec lui, mais le vrai secret de Copilot, c'est qu'il est branché à des outils et qu'il peut faire des choses avec ces outils-là. Et c'est ça qui le rend incroyable. Gemini, c'est exactement la même chose. Pour expérimenter réellement l'IA de Google, il faut avoir un compte payant, il faut utiliser ces outils toute la journée et en plus l'utiliser dessus. Et franchement, je trouve pas que la version chat soit extraordinaire. Donc, je me moque beaucoup d'eux parce que oui, en effet, sur la partie assistant chat, ouais, et il est nul. Enfin, je le trouve nul par rapport à la concurrence. Mais à côté, on garde bien à l'esprit que c'est pas juste un moteur de recherche et que la révolution de l'IA ne se trouve pas là, elle se trouve là. Elle est mhm. là, la révolution de l'IA, sauf qu'elle est en train de faire une transition, bon, que je pensais être plus rapide, euh, mais elle est en train de transitionner. À côté de ça, pour pouvoir répondre à ta question aujourd'hui, de comment se positionner, ah oui, non, pardon, l'avenir des moteurs de recherche. L'avenir des moteurs de recherche, aujourd'hui, on va pas se mentir, je pensais, il y a 2 ans, avec l'arrivée de ChatGPT, que tout le monde allait utiliser ChatGPT. J'ai été très surpris de cette réticence que tout le monde, qu'une grande majorité a à l'utilisation de ce type d'outils. Il faut encore convaincre les gens. Hein, on est à l'aube de 2025 et je pense que mon calendrier de 2025 va être très bien rempli sur des formations basiques, à savoir pourquoi l'utiliser. Les gens sont encore dans cette phase-là, alors que ça fait plus de 3 ans que ça existe et que ça révolutionne déjà le quotidien, le mien, pour commencer, depuis déjà tout ce temps-là. Donc, du coup, je suis encore surpris qu'on se pose la question. Surpris qu'on se pose aussi. Parce que je pense qu'on n'a pas compris que ça ne vient pas voler le travail. Ah, alors, c'est un vrai sujet. Est-ce que Ouais, là, ça tu as vient... ouvert. Là, oh, ça y est, on ouvre la boîte de Pandore, hein, Sébastien. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça vient me maximiser. Je pense qu'aujourd'hui, parce que je suis un quarantenaire, parce que j'ai lu le post de quelqu'un qui parlait de plasticité neuronale sur les actions du travail, je pense on a une manière d'utiliser les IA qui font qu'on connaît hyper bien notre métier. Aujourd'hui, pour bien prompter une IA, bien connaître les étapes pour pouvoir réaliser quelque chose, c'est souvent la clé du succès. Et aujourd'hui, bah, il faut avoir quand même bien maîtrisé son métier depuis un certain nombre d'années pour pouvoir voir toutes ces étapes. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, bah, ça va nous permettre de faire des rapports plus rapidement. OK, c'est vrai. Mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. J'adore prendre cet exemple-là. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que je sois très grand fan d'Elon Musk. On peut même dire que c'est quelqu'un que j'aime pas vraiment beaucoup. À côté de ça, il nous promet quelque chose. Il y a un truc que je déteste chez Tesla, c'est le nom autopilote. L'autopilote, ça nous laisse croire qu'on peut s'endormir et qu'on met l'adresse et que ça nous prend une place de parking et ça nous emmène 15 km plus loin chez nous en ayant dormi dans la voiture. Le problème, c'est que ça, c'est un autopilote de niveau 5. Et que l'autopilote de niveau 5, c'est vraiment ce qu'on rêve qui réussisse un jour. Sauf qu'aujourd'hui, la réalité des choses, c'est que si on devait donner un peu des chiffres, on est aujourd'hui sur Tesla sur un autopilote à peu près de niveau 2,5. Il s'avère que pour pouvoir peut-être un jour arriver à un autre niveau, il va falloir une autre évolution qui est la révolution de l'informatique quantique. Donc, inutile de dire qu'on peut encore dormir sur nos 2 oreilles, c'est pas demain la veille que les voitures passeront au niveau 5. Eh bien, les IA, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, les IA nous bluffent.
on pense aujourd'hui très certainement qu'elles vont être capables de faire des choses incroyables. Elles sont capables de faire des choses incroyables, mais il s'avère que quand on les utilise au quotidien, on se rend compte de quelque chose, c'est que si l'humain est pas au milieu de tout ça, eh ben, ça mène nulle part. Donc aujourd'hui, je dirais que l'IA, elle est rien sans moi, et que aujourd'hui, si je l'utilise, bah, je suis plus que moi. Donc du coup, bah, je l'utilise. Et j'y vois pas aujourd'hui une menace dans mon travail. J'y vois juste une capacité à mieux faire mon travail, à en faire plus, et surtout à pas faire des trucs chiants. Là, tout à l'heure, je vais vous montrer, par exemple, tout ce qui est traitement des emails, par exemple. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on devrait, quand on va faire, par exemple, des demandes de backlink, aujourd'hui, faire des demandes de backlink, c'est quelque chose qui demande un temps fou. Bah, aujourd'hui, on peut complètement l'automatiser et en plus avoir des mails sympas et qui vont pas être bateaux et qui vont être fabriqués par l'IA avec notre tonalité. Pourquoi est-ce que je me mettrais dans la boucle? Quelle est ma valeur ajoutée? Je vois pas. Et aujourd'hui, la seule chose que j'ai l'impression que je pourrais jamais récupérer et qui est non recyclable dans tout l'univers en entier, c'est le temps. Et c'est la seule chose que je vois aujourd'hui, c'est que l'IA, ça me fait gagner un temps colossal. Et on verra, ça me permet même de m'exprimer dans des domaines qui sont pas du tout professionnels et qui me font du bien. Oui, alors, on a effectivement cette première partie de masterclass, où c'était quand même important, hein, de faire connaissance avec toi, Sébastien, et Ouais, je parle et beaucoup, et hein. et ton parcours. Non, mais c'est très bien, et puis vous allez voir, dans quelques minutes, on va en passer dans une partie démo, puisque donc Sébastien, a accepté d'ouvrir le capot, et de nous montrer un peu Je ce suis qu'il y très a, sympa. dans le moteur, son moteur à lui, et puis aussi, celui de son agence, Coéquipe. Et alors terminons quand même avec toi. Hem, donc je le disais, hein, donc nos étudiants, ils sortent là de leur module SEO. Mmh. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, peut-être justement à ceux qui voudraient L'expérience devenir, utilisateur. OK. Oubliez tous les conseils qu'on vous ait jamais donnés et pensez juste que faut que quand la personne elle arrive, ça soit juste intéressant, pertinent, que je comprenne pourquoi je suis là et que j'ai envie d'être là et que je sois là pour la bonne raison. Donc, mine de rien, dès qu'on comprend une seule chose, c'est que Google, lui, son business, c'est euh, qui va sur la page 2 ou sur la page 3 de Google? Personne. Mmh. Aujourd'hui, Google, c'est donner la bonne réponse quasiment tout de suite. Donc, du coup, Google, lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est de faire plaisir à ceux qui viennent sur son moteur, d'avoir la bonne réponse tout de suite. Donc, mettez-vous en place de quelqu'un. Est-ce que c'est la bonne réponse que je voudrais avoir? Et si c'est celle-là, voilà. Et alors, je pourrais donner un deuxième conseil. Soyez passionné. Je crois qu'aujourd'hui, dans tous les projets que j'ai toujours faits, la vraie différence entre le succès et l'échec, c'est la passion. Bah, c'est cool, c'est un bon conseil. En tout cas, pour ceux celles et ceux, hein, qui souhaiteraient devenir donc des consultants, consultantes, SEO, ce métier, n'est pas mort, bien au contraire, Non. mais il se transforme, tout comme notre marché et notre industrie. Mais on parle Et de SEO, mais juste permets-moi, je suis désolé de te vas-y, bien sûr. couper, mais je me permettrai juste une réflexion. C'est que le SEO, c'est partout où il y a un moteur de recherche. On a beaucoup parlé pour Google, ok, mais ça marche sur Amazon, ça marche, je sais pas, sur Malte, ça marche sur YouTube, quand même YouTube, Sur Tinder, sur LinkedIn. Enfin, voilà. ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, le SEO, c'est partout, c'est Search Engine Optimization. Donc, partout où il y a un Search Engine, on peut venir l'optimisationner. Donc, du coup, aujourd'hui, je pense que on, en fin de compte, je l'ai toujours cru parce je parle beaucoup de SEO, mais en réalité, euh, pour moi, le SEO, ça sert à rien si ça convertit pas derrière. Hein, je viens du commerce, pas pour rien quand même. Et donc, du coup, quand je disais en préambule qu'on a fait des choses avant que c'est un nom, bah, il s'est avéré que, comme je vous ai expliqué, j'avais un blog passion. Donc, le blog passion, pour pouvoir récolter des gens, bah, j'avais mis en place des trucs à télécharger, des formulaires à mettre en place, j'avais mis en place des emails, j'étais sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on appelle ça de l'inbound marketing. Mmh. Et donc, du coup, en fin de compte, parce que c'est quelque chose de très naturel de mettre tout ça en place. Donc, du coup, SEMrush, HubSpot, pardon, pour pas les citer, ont inventé ce concept. Donc, je crois, enfin, en tout cas, moi, j'en ai entendu parler en 2011 ou 12 pour la toute première fois. Et donc, du coup, euh, l'inbound marketing, c'est faire en sorte que les gens, ils viennent tout seuls à nous. Et pour qu'ils viennent tout seuls à nous, il faut comprendre quels sont leurs désirs, quels sont leurs besoins,
Et donc aujourd'hui, quand je parle d'être passionné, bah, c'est en fin de compte être capable de pouvoir se mettre dans la peau du personnage. Et je dirais qu'il y a un truc qui est indispensable quand on fait du SEO, c'est d'être très fin psychologue. Puisqu'en fin de compte, on ne travaille pas pour un algorithme, on travaille pour des humains. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on nous bourre le mou avec l'algorithme de Google, mais l'algorithme de Google est taillé sur mesure pour pouvoir comprendre la psyché humaine. Donc du coup, comprenons la psyché humaine et ne nous intéressons plus à l'algorithme de Google. Ah, c'est pas vrai, hein. Mais globalement, soyons radicaux dans les conseils. Non, mais je prends, c'est que maintenant on va élargir au marketing digital. C'est que c'est vrai que le marketing digital euh, et le marketing tout court d'ailleurs, hein, c'est beaucoup de techniques, beaucoup d'outils, de plus en plus aussi. Donc ça nécessite effectivement d'avoir ces hard skills, ces compétences techniques. Mais sans la capacité d'analyse, sans la capacité à formuler des recommandations, à comprendre, en fait, ce n'est rien. C'est ça. Donc, exactement. on va revenir vers peut-être les deux hémisphères. Hein, tu vois, je parlais des compétences dures, les hard skills. Il y a aussi les soft skills. Tu nous as parlé de passion, de curiosité. Oui, c'est aussi beaucoup de ça. Et de pédagogie, Sébastien. Hein, genre ton métier, c'est aussi beaucoup de pédagogie. Hein. Oui, beaucoup. Former les équipes, leur permettre de comprendre quelles sont les attentes, permettre de comprendre. C'est bête, mais oui, former des équipes de rédacteurs, par exemple, à leur faire comprendre qu'on ne cherche pas juste à se positionner sur un mot, on cherche à amener quelqu'un dans un tunnel de conversion, par exemple. Donc voilà. Mais si tu veux, je pensais à quelque chose au moment où tu parlais. Par exemple, il y a un truc qui me passionne à côté, qui pour moi fait complètement partie du SEO, mais qui a rien à voir avec tout ça, c'est les biais cognitifs. C'est quelque chose qui, voilà, donc par exemple, j'ai aussi une passion pour les biais cognitifs, parce que mine de rien, pourquoi? Parce que c'est aussi une technique pour pouvoir faire cliquer dans la SERP, de bien comprendre comment structurer et faire en sorte que ça clique. Mine de rien, générer le clic, c'est aussi beaucoup d'utilisation de biais cognitifs, donc de psychologie humaine. Et le clic, c'est un des plus gros signaux qu'on puisse envoyer à Google. Donc mine de rien, en partant de psychologie, on finit sur l'algorithme de Google. Très bien, écoute, merci, merci Sébastien. Je disais, on a deux parties, donc on va basculer maintenant sur la partie mécanique. Hein. Avec plaisir. Donc Sébastien, ce qu'on a prévu, mais bien sûr tu es libre hein, d'innover, d'imaginer, d'inventer, c'est ta carte blanche, hein, je peux dire, cette masterclass. Il y avait peut-être montrer la façon dont tu travailles, les outils que tu utilises pour justement optimiser ton temps, ton efficacité, parce que on ne le dira pas suffisamment. Et d'ailleurs, je le répète beaucoup à mes étudiants du MBMCI. En fait, ce que l'on vend, hein, c'est notre temps. Et donc, notre temps, il a de la valeur. Et donc, autant faire en sorte que ce temps, il soit optimisé et que vous puissiez justement déjà avoir un temps professionnel qui soit le plus rentable possible, et puis que le temps pour vous, ce soit du temps de qualité. Hein. Sébastien, je pense que je l'ai bien résumé. Oui, c'est notre produit, c'est notre temps. Mm. Tout à fait. Et si tu veux, il y a un jour une étudiante qui m'a dit quelque chose en classe qui m'a beaucoup marqué, qui m'a remercié pour la formation et qui m'a dit vous nous avez fait gagner beaucoup de temps. Et c'est bête, mais aujourd'hui, quand on est étudiant, on gagne déjà du temps. C'est le principe d'être étudiant. Le principe même d'être assis à écouter quelqu'un qui nous explique quelque chose, c'est de gagner du temps. Donc oui, le temps, c'est aujourd'hui ce qu'on a le plus à vendre. Et aujourd'hui, on va voir qu'avec les IA, aujourd'hui, on peut venir largement s'optimiser. Et voilà. Parfait. Je partage peut-être mon écran? Ouais. Allez, c'est parti. Avec plaisir. Ici. Alors, je vous préviens tout de suite, on va commencer par deux choses pas très sexy, mais je voulais vous les montrer parce que ça fait partie du vrai quotidien, mais on va vite les zapper et on va vite partir sur le côté IA, automatisation et ce qu'on peut faire avec. Alors, juste un premier truc à montrer, hein, c'est qu'aujourd'hui, quand on travaille dans le SEO, on a un calendrier plein. Plein de chez plein. Et quand on fait un peu de formation, on va se retrouver comme ça, avoir un calendrier qu'on va pouvoir dérouler sur des semaines et avoir des choses pleines. Donc, du coup, aujourd'hui, la gestion de ces tâches, la gestion
de son temps, la gestion projet, la gestion de la relation client. Et peu importe que vous soyez en entreprise ou que vous soyez freelance, vous restez, votre patron reste un. J'ai toujours vu ça comme ça. En tout cas, moi, je me suis toujours considéré comme une. C'est pour ça que j'ai monté ma boîte, je crois. Je me suis toujours considéré comme une business unit à part entière dans l'entreprise et que j'étais client et qu'ils étaient clients de mes services. Et donc, du coup, j'ai des comptes à leur rendre. Et donc, du coup, voilà, quelque chose de très important de gérer ces projets. Et aujourd'hui, je suis intervenu dans une classe comme ça il y a une semaine et on m'a posé une question qui était de savoir quels outils j'utilisais pour ma gestion de projet. Et il s'avère qu'au début, j'ai testé le Monday, ClickUp et Notion. Et il s'avère que, à part perdre mon temps à gérer ces trucs, jamais me souvenir d'avoir. Enfin, ça n'a jamais été ce que je voulais. Et donc, à la fin, je suis retourné sur du très basique, une to-do list sur Google Sheet que je gère tous les matins, avec bien sûr, enfin, c'est une to-do list classique. Hein. Si on la reporte 3 fois, c'est que la tâche n'était pas si importante que ça, on l'annule. C'est aussi basique que ça. Plus une architecture projet dans un Google Drive, voilà, aussi basique que ça. Hein. Bien, tu t'en doutes, hein. J'ai un compte payant sur Google. Et donc, du coup, bah, on a nos architectures comme ça. C'est facile à gérer. Aujourd'hui, je cherche la facilité et le gain de temps, pas un truc où j'ai besoin de réapprendre à tout gérer tous les 3 matins. J'ai trouvé que c'était plus l'enfer sur Terre qu'autre chose. Donc ça, à ce niveau-là, bah, j'ai une gestion assez basique, finalement, mais efficace. Donc voilà. Bon, je voulais également mettre en lumière que quand on travaille en SEO, on va travailler avec... c'est pas bien ça. On va travailler avec plein d'outils métiers. Et il va avoir bien évidemment les Google Analytics, les Google Search Console pour faire les rapports. Il va avoir les Looker Studio, mais il va également avoir toute la palette d'outils comme SEO Observer, Majestic SEO, SEMrush, Ahref. Donc là, moi j'ai pas Ahref, mais tous les autres, on les utilise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se tenir à jour sur ces outils. C'est l'enfer sur Terre, réellement. Hein. Le SEO, c'est pas juste suivre l'algorithme de Google. C'est être capable de pouvoir savoir bien utiliser la Search Console. Donc ça, je ne peux pas vous le montrer. Pareil pour Google Analytics, je ne peux pas montrer. Mais à côté de ça, je ne sais pas si dans la formation, il y a des modules particuliers, mais en soi, c'est de l'apprentissage. Il y a des bouquins à part entière qui font. Il y a des gens qui sont spécialisés. Leur métier uniquement, ça va être de configurer Google Tag Manager. Ça va être de faire de l'analyse de Google Analytics. On ne parle pas de SEA. On ne peut pas dire que j'ai une grosse casquette SEA parce que j'aime pas payer Google pour des mots. Je trouve que vendre le dictionnaire, c'est pas ma philosophie de vie. Donc, du coup, je préfère le SEO. Mais bien évidemment, j'ai accompagné même des gros comptes sur du SEA. Et bah, on rajoute encore à la palette des outils à apprendre en permanence. Donc, du coup, c'est pour ça que je voulais faire une petite bifurcation par les outils. Aujourd'hui, ça fait aussi partie du quotidien de continuer à se tenir informé et parfois changer du jour au lendemain d'outils parce qu'il y a quelque chose qui va être has-been et qu'il y a quelque chose qui marche. Et par exemple, un outil que j'aime beaucoup pour faire de la rédaction de contenu en ce moment qui marche bien, il n'y a pas que lui. On va en citer trois outils, par exemple, intéressants pour faire de la rédaction de contenu. On a TOT-SEO, qui est plutôt très user-friendly, très agréable à utiliser, facile à utiliser. On va avoir SEO Quantum, qui, lui, en fin de compte, est un peu plus geek dans son approche, mais je dirais un peu plus fourni et dont le but est un peu plus large que juste écrire du contenu. Et on a, je dirais, la version geek de la chose, c'est Your Text Guru, qui également est un outil. Et du coup, ça me permet, pour rédiger du contenu, et bien plus que ça, depuis le temps, ça a évolué aussi, mais le corps de tout ça, c'est la rédaction de contenu optimisé pour les moteurs de recherche, ce qui me permet de faire la bascule sur le fait que si ces outils-là, aujourd'hui, c'est des outils qui ont débarqué dans le paysage, bon, pour Your Text Guru depuis, je dirais, au hasard, 4-5 ans, TOT SEO seulement depuis 1 an, je dirais, SEO Quantum depuis à peu près 3 ans, alors que des SEMrush existent depuis 20 ans, c'est tout simplement parce que ces outils se basent sur le fait que depuis 2019, ce qu'on se disait, il y a eu la révolution BERT, c'est l'arrivée
de l'intelligence artificielle réellement chez Google. Et donc, du coup, ces outils optimisent le texte à base d'IA. Ils analysent, pour être plus exact, à base de NLP. Mais du coup, ils nous font des rendus qui, eux, prennent en compte les IA et ils nous permettent de travailler. Donc, du coup, quand on va utiliser un de ces 3 outils, on va être confronté à du vocabulaire ou alors, si je veux vraiment comprendre pourquoi ces outils-là me demandent de venir optimiser ça comme ça, alors il va falloir que je m'intéresse vraiment à comment fonctionnent les IA parce que, en réalité, tout ça, ça existe parce que derrière, c'est des IA. Voilà. Donc, du coup, ça, c'était le côté un peu logiciel métier, un peu, on est des apprenants toute notre vie et en permanence. Et j'avais lancé une chaîne Twitch qui s'appelle toujours l'Éternel étudiant parce que justement, je pense que nous sommes des éternels étudiants dans notre milieu en permanence. Allez, on bascule et on passe sur le plus intéressant. Le plus intéressant, je pense qu'aujourd'hui, toutes celles et ceux qui vont regarder ce live, merci de m'écouter parler pendant des heures. Aujourd'hui, ce qui a vraiment changé radicalement mon quotidien, c'est l'arrivée des IA. Et il y en a 2 en particulier que j'utilise à outrance. Donc là, je vous montre les versions web, mais il s'avère que j'ai les versions desktop également. Je vais les ouvrir, je ne sais pas si... Voilà. Donc j'ai la version desktop ici de ChatGPT. Hop là. Hop. Comme ça, on le verra mieux. Donc là, c'est la version desktop de ChatGPT. Il est toujours avec moi, mon copain. Et le deuxième, c'est mon petit Claude qui a décidé de bugger, visiblement. Voilà, avec lequel j'aime beaucoup travailler, notamment pour faire du code. J'ai fait un petit peu de développement, mais comme je le disais en préambule, je suis pas du tout un dieu du dev, pas du tout. Et je fais des trucs hyper cool en ce moment. Et pour le SEO, être capable de pouvoir développer ses propres outils, c'est indispensable. J'ai donné un exemple particulier. Aujourd'hui, vous devez aller sur un site et vous avez une tonne d'URL à récupérer, mais si vous devez faire ça à la main, c'est la mort. Alors qu'avec un script Python, c'est fait en 3 minutes. Avec l'IA, ce genre de choses très basiques, juste ça, ouais, ça c'est fait en 4 secondes en vérité. Et donc, je passe de quelque chose qui m'aurait peut-être demandé des heures de temps de travail à quelque chose qui m'a demandé 5 minutes. Et réellement, je l'ai fait encore le week-end dernier. Donc voilà. Donc du coup, les IA, c'est quelque chose qui a beaucoup changé mon quotidien. Et aujourd'hui, ce qui change, c'est que je développe énormément d'outils. Notamment, alors là, on a vu des outils Python, ok, pourquoi pas, ça peut faire geek. Mais je trouve que c'est tout sauf geek, en réalité. Hein, vraiment. Je trouve que tout le monde devrait en faire et que les IA, c'est se réapproprier comment fonctionne une machine et reprendre le contrôle sur la machine si on fait du code et qu'on comprend un peu. Mais c'est passionnant. À côté de ça, l'IA, aujourd'hui, quand on va travailler avec, on va se rendre compte de quelque chose, c'est qu'elle a besoin de contexte. Elle a besoin qu'on la nourrisse. Nourrir l'IA ou la calibrer, c'est des choses qu'on va passer notre temps à ne faire que ça. La calibrer, la nourrir. Et donc, du coup, naturellement, je me suis un peu... Allez, bouge là. Je me suis un peu passionné. Donc, aujourd'hui, là, ce que vous voyez, c'est une version de ChatGPT qui est une version entreprise. Donc, du coup, parce que je veux pas que... enfin, pour être plus exact, je veux pouvoir dire tout et n'importe quoi à ChatGPT et que j'ai pas le risque un jour de divulguer quelque chose et que ça se retrouve sur ChatGPT. Ce que risquent les versions gratuites. Hein. Avec la version gratuite, vous entraînez les modèles. Avec la version à 20 $ par mois, vous l'entraînez toujours. Hein. Et à la version à 30 $, je crois, vous l'entraînez plus. Par contre, il faut être au moins 2 pour pouvoir avoir le droit à ça. Attention, hein, aujourd'hui, si vraiment vous pensez que c'est cher, alors c'est que vous savez vraiment pas combien du tout ça coûte de faire tourner un modèle comme ça. Juste pour vous donner une idée, à chaque fois que vous envoyez une requête, si Google, aujourd'hui, je ne sais plus ce qu'on disait de Google, mais une requête sur Google, je crois que c'est une ampoule allumée pendant quelques minutes, je crois. Donc déjà, c'est plutôt énergivore. Aujourd'hui, une requête sur ChatGPT, c'est 40 fois l'énergie qui est utilisée. Aujourd'hui, quand vous avez un compte premium ChatGPT, en réalité, c'est comme si c'était gratuit. Tellement, quand vous l'utilisez à outrance, que si vous payiez l'API, vous vous rendriez compte de réellement combien ça coûte son utilisation. Et ça pique beaucoup plus. C'est plus tout à fait les mêmes prix. Donc, du coup, vraiment, pour moi,
je considère que c'est gratuit. Mais bon, après, j'entends que c'est un budget, et surtout quand on est étudiant. Mais voilà, je ne peux que vous inviter. Je n'ai pas d'action chez OpenAI. Ils veulent, j'ai aucun lien avec eux. Je suis juste très convaincu de la chose. Non, mais Sébastien, enfin, c'est important de bien le dire, parce que c'est vrai que moi, je le dis beaucoup aux étudiants, hein, je le dis aussi dans le milieu professionnel. Il y a un énorme gap entre la version gratuite et la version payante. On l'a d'ailleurs dit, hein, dans la masterclass débutée sur ChatGPT qu'on a fait ensemble. Oui, effectivement, pour débuter, c'est-à-dire peut-être allez, goûter, tu vois, voir un peu de quoi il s'agit, ça peut être effectivement très bien, voilà, de comprendre. De comprendre. Et être confronté au problème. Et je dirais, du coup, de voir une fois qu'on a compris, on va comprendre pourquoi la version payante, elle est mieux. Parce qu'on va être confronté au problème, on va dire, ah putain, mais c'est chiant, on va peut-être faire ça. Et il y a un truc qui est vraiment chiant à faire, c'est de venir le paramétrer. Parce que, on peut peut-être le dire rapidement, mais faire un bon prompt, c'est hyper facile. Hein. But, contexte, étape. Et c'est là, je ne vais pas montrer ce doigt-là, mais c'est sur cette troisième étape qu'on découvre que c'est là où notre expertise, elle arrive. Et c'est là qu'être quarantenaire et travailler avec l'IA, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il y a le résultat attendu, les exemples. Et l'implicite, c'est lever les ambiguïtés dans mon prompt. Hein. Donc, quand j'ai suivi, grosso modo, à ces 6 étapes-là, même psychologiques, et que je l'ai écrit, je passe partout. Mais on va se rendre compte de quelque chose, c'est que, oh là là, par exemple, imaginons que vous travaillez sur un sujet, que vous êtes en agence. Si vous êtes en agence, vous allez donc avoir plusieurs clients à gérer à l'intérieur de la semaine, et il va se passer quelque chose. C'est que vous allez arriver sur l'IA et que vous allez lui demander de faire exactement la même chose que, je ne sais pas, vous lui demandez il y a 2 semaines ou peut-être même le matin même, sauf que cette fois-ci, c'est pour un autre client. Oh là, ça, c'est l'enfer. C'est l'enfer parce que du coup, vous vous retrouvez avec un outil qui, certes, peut vous aider, mais comme il faut le paramétrer, parce que, bah oui, ce qu'on ne va pas vraiment dire, c'est que, oui, l'IA, elle peut faire vraiment des trucs cool assez rapidement. Mais si vraiment je veux bien travailler avec et que j'ai des intentions très spécifiques, alors dans ce cas-là, il va falloir que j'ai un beau process pour pouvoir travailler avec. Et c'est chiant. Au bout d'un moment, ça va être relou parce qu'il va falloir que je tape plein de mots et c'est chiant de taper. On va vite devenir feignant des doigts avec l'IA. Hein, essayez, hein, si vous n'avez jamais remarqué, faites des fautes avec l'IA. Tapez n'importe quoi de temps en temps et vous allez être bluffé de ce qu'elle est capable de comprendre. Parfois, je lui tape des choses, je suis sûr, j'en suis certain que je l'enverrai à un humain, il ne comprendrait pas ce que je suis en train de lui raconter. Bref, toujours, mais le contexte, tout ça, ça l'aide à calibrer, du coup, à comprendre. Enfin bon, peu importe. Donc, à côté de ça, on va vouloir encore gagner du temps. Et donc, du coup, il y a un truc dans la version gratuite, dans la version payante, qui pour moi fait toute la différence, c'est les GPT. Les GPT, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on va configurer. Donc là, par exemple, on va prendre, tiens, celui-ci. Comme ça, on va voir ce que c'est. Ça, c'est l'interface pour configurer un GPT. Il ne faut pas avoir peur, hein, c'est ChatGPT normal. Hein. Ici, j'ai juste, ici, je peux lui discuter. Et en fin de compte, là, je vois la sortie que ça va avoir. Là, on comprend quelque chose. Si, par exemple, je vais discuter avec lui, hein, on va revenir juste un petit peu en arrière une seconde. Si je vais sur lui, là, on se rend compte que je suis comme dans un ChatGPT normal, sauf qu'il n'y a plus écrit ChatGPT, il y a écrit le nom du truc sur quoi on est. Et on peut voir que il est visiblement paramétré pour faire quelque chose. Et là, il nous dit qu'il s'appelle Sanitizer et qu'il est là pour venir réduire les hallucinations de l'IA. OK, merveilleux. C'est quoi une hallucination de l'IA? Si vous ne le savez pas, je vous laisse chercher. Et donc, du coup, on va échanger avec lui. Mais là, ça me fait penser qu'en vérité, on est dans une classe SEO. Donc, du coup, je vais vous montrer un truc SEO. Ça va être beaucoup plus intéressant que juste quelque chose qui est juste propre au... Hop là. Donc, j'adore faire des GPTs. On peut voir, par exemple, que j'en fais pour m'auto-aider. Hein, sur des logiciels en particulier, on va en parler tout à l'heure, de Make. Mais par exemple, on parlait à l'instant, il y a quelques minutes, que le SEO, c'est une question aujourd'hui aussi d'IA, que derrière, il y a ce qu'on appelle la NLP, le traitement naturel de la langue, et que du coup, quand j'écris mon contenu, je vais avoir besoin de prendre en considération cette problématique algorithmique. Donc du coup, c'est chiant, c'est dur. Il faut utiliser des logiciels payants pour pouvoir y arriver. Tous les logiciels que j'ai cités tout à l'heure, je les utilise, mais ils sont basés là-dessus. Donc là, imaginons que imaginons que j'ai besoin de me positionner sur un terme. Imaginons que je trouve que cette page, elle se positionne bien et que du coup, je vais vouloir faire une analyse. Alors, de deux choses l'une. Soit je la lis, je mets mon cerveau en route,
why not, hein, pourquoi pas, j'ai toujours un cerveau et 10 doigts après tout. Mais ce que je peux faire, c'est venir lui envoyer une URL. Et en fin de compte, ce qu'il va faire, c'est qu'il a été paramétré pour pouvoir découvrir l'intention de recherche qui se cache derrière ce texte, ici informel, découvrir le style d'écriture, découvrir les entités nommées. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous intéresse vivement à vous intéresser à la NLP. C'est passionnant. Donc là, on a Cisco, et indispensable pour le SEO, soit dit en passant. Donc là, on va voir que si je veux me positionner sur ce terme-là, visiblement, parler de Cisco, pourquoi pas? Pourquoi c'est une bonne chose? Bon, c'est Cisco, hein. Mais pourquoi pas? Et on voit qu'il va me parler de Ngram. Donc pareil, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est pas le but, mais on voit que là, il y a des choses techniques qui arrivent et qui remontent des choses très précises, très techniques, que si j'étais un humain, ça m'aurait pris du temps. Donc on peut voir que là, j'ai développé un outil qui me permet de gagner un temps fou. Et ça, qu'est-ce que j'en fais? Et bien après, je lui dis de m'écrire un article avec ça. Et du coup, ça donne une bonne guideline à l'IA pour pouvoir écrire un contenu qui potentiellement pourrait intéresser Google. Donc là, voilà, je viens rajouter du contexte à ma requête d'écriture de contenu. Je ne vais pas juste lui demander de faire ça comme ça, je vais lui apporter de la valeur ajoutée. Alors Sébastien, justement sur les GPTs, finalement ça, tu peux le faire déjà avec ton interface principale ChatGPT. Qu'est-ce qui fait que la création d'un GPT, c'est d'un sous-ChatGPT, en tout cas d'un GPT spécialisé, c'est utile, toi, dans ton travail? Alors déjà, ça me permet d'enchaîner des actions et surtout d'avoir testé quelque chose. Alors, à partir du moment où j'imagine que je vais devoir faire quelque chose 2 ou 3 fois sur une certaine période de temps, je pense tout de suite à un GPT. Tout de suite. C'est ma première réaction, c'est comment est-ce que je vais faire pour avoir le bon résultat tout de suite sur cette tâche hyper spécialisée. Et donc, du coup, ça va donner des choses. Donc, je reviendrai dans une seconde sur le GPT dans lui-même, mais quelque chose qu'on n'a pas montré, c'est que ici, je suis dans une conversation classique de ChatGPT. J'ai montré il y a 2 secondes qu'on est dans une conversation avec le GPT. Mais en vérité, ce qui est vraiment intéressant de faire, c'est ça. C'est d'aller dans son ChatGPT, de venir lui remonter le GPT en question. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une espèce d'agent qui vient se mettre dans la conversation avec lequel je vais pouvoir toujours interagir de la même manière. Je l'ai perdu ici. Mais ce qui se passe, c'est qu'il va toujours faire le même résultat. Mais ce qui, moi, va m'intéresser, c'est que tout de suite après, le but du jeu, c'est d'être capable de pouvoir nourrir une fenêtre de contexte avant d'écrire du contenu. Donc, tu as pu voir qu'en réalité, je n'ai pas qu'un seul GPT que j'utilise pour pouvoir, j'en ai 3. Et donc, grâce à ça, en réalité, j'ai plus qu'à enchaîner les 3 dans une conversation. Il va me faire les remontées qui va bien. Hop là, voilà. Tu vois, là maintenant, j'ai le thème, j'ai les mots-clés. Là aussi, j'en ai. Donc, du coup, maintenant, je viens d'enrichir à la chaîne mon prompt. Et il suffit maintenant de rebasculer dans un autre GPT pour écrire mon contenu ou écrire mes titres ou que sais-je. Et donc, du coup, là, je viens d'enchaîner les actions et on peut voir que ça m'a pris 0 secondes. Je n'ai pas refait tout le prompt. Et en plus, je suis venu maximiser ma fenêtre de contexte. Je ne suis pas venu, il n'y a pas un gros blob où après, au bout d'un moment, il ne va plus comprendre ce qu'il a à faire parce qu'il y a plein d'ordres dans tous les sens. Non, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Très clair. Très, très clair. Donc ça, on le redit, fonctionnalité payante. À l'instar d'une autre fonctionnalité dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais que vous pouvez retrouver dans la précédente masterclass bien débutée sur ChatGPT, qui sont les canvas, d'accord, à ne pas confondre avec l'interface graphique en ligne Canva que vous connaissez tous et qui est formidable. Mais là, on parle des canvas au sein de ChatGPT. Qui est aussi formidable. Qui est aussi formidable. Qui a révolutionné mon quotidien. Et c'est grâce à lui que j'arrive à faire ce genre de projet qui marche. Et j'en ai 4 ou 5 sur lesquels je suis en train de travailler. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je me libère et que j'arrive enfin, et on verra qu'il y a Make également dans la boucle, et qu'avec les deux, purée, on arrive à faire des trucs de ouf. Juste des trucs de ouf. Bon, alors,
On vous l'a dit, hein, on va pas parler de Canvas parce qu'on en a déjà parlé dans la précédente masterclass. Donc, si vous voulez la retrouver, c'est très simple. Vous allez sur YouTube. Elle est disponible sur la chaîne YouTube de Indata Veritas et également sur la chaîne YouTube du MBMCI. Ça s'appelle Bien débuter sur ChatGPT avec El Maestro Sébastien Griot et toute l'équipe d'Indata Veritas. Je te laisse poursuivre. Du coup, pour pouvoir basculer un peu sur alors, ce que je montrais, je suis amoureux de Claude. Hein, c'est vraiment une IA que j'aime beaucoup, sauf que je la déteste profondément parce qu'elle nous bloque. On ne peut pas vraiment beaucoup lui parler. Et on est même en la payant, on n'a même pas le droit de la. Enfin, bref, il y a même des limites dans ce qu'on peut la payer quand on utilise l'API pour dire à quel point ils sont trop bizarres. Par contre, elle est vraiment super. C'est vraiment une IA. Si vous l'avez jamais utilisée, je ne peux que très chaleureusement vous conseiller d'utiliser pour écrire du contenu, pour écrire du code. ChatGPT galère encore avec le code. Claude, lui, trouve des logiques que ChatGPT n'arrive pas à comprendre. À côté de ça. Le LLM, en tout cas, sur lequel se base Claude, est très souvent, en tout cas, loué par les spécialistes de l'IA. Donc, là, on vient de vous montrer autre chose. Hein. Là, Sébastien, il vient de passer sur une autre IA qui s'appelle Claude, comme le prénom Claude, qui est peut-être moins connu. Comment on peut expliquer qu'elles sont moins connues, Claude, Sébastien? Juste parce qu'elle est arrivée tout de suite après ChatGPT et que ChatGPT a fait du bruit médiatique. C'est juste du bruit médiatique. Et que c'est lui qui. Mais après, en plus, elle est relou à utiliser. C'est-à-dire que je l'adore, mais elle nous bloque tout le temps. Donc, du coup, je dirais que. Par contre, pourquoi je ne sais pas. Oui, je dirais qu'il y en a une qui est arrivée juste avant l'autre. C'est ça. Alors, toi, tu l'utilises pour faire du code, mais pas que. Non, je l'utilise beaucoup dans mes automatisations, beaucoup dans mes écritures de contenu. C'est quelque chose que dès que je dois rédiger quelque chose, je l'utilise beaucoup. Donc voilà. À côté de ça, pour pouvoir faire un peu la bascule, on disait tout à l'heure que le SEO, c'est beaucoup de psychologie. Il y a un truc que j'adore faire, c'est les personas marketing, les buyer personas. Ça, j'adore ça. Bah oui, parce que vu qu'il va falloir que je sache, que je comprenne les gens qui vont devoir cliquer sur Google, si je ne fais pas un profil psychologique d'eux, je vais vraiment avoir du mal. Donc du coup, enfin en tout cas, je pense. Donc du coup, les personas, c'est vraiment un truc que je fais à 600% dans tous mes projets. Même parfois, si les clients ont du mal à comprendre au début, mais ils arrivent à piger le délire assez rapidement. Sauf que faire des personas, c'est hyper chronophage. Donc il y a un premier truc, dont on ne va pas parler, mais c'est de venir faire tout ce qui est compiler les données des clients. Eh bien oui, on ne fait pas des personas au doigt mouillé. Un persona, ça doit être la représentation fictive d'un client réel. Donc du coup, je dois partir de vraies données. C'est pas, je pense que, c'est, je sais que. Donc du coup, il me faut de la data. Donc je laisse de côté tout ce qui est data. Voilà. Par contre, là, je vais vous montrer un truc qui nous permet de basculer sur une autre IA, qui est que quand on fait des personas, on fait aussi beaucoup d'interviews. Soit de notre propre client, donc de leurs équipes. C'est toujours très rigolo de faire des équipes comme personne ne voit le client pareil, c'est assez dingue. Et de temps en temps, on détecte des anomalies d'alignement dans la vision de l'entreprise qui sont assez folles. Donc, ça fait souvent du bien à l'entreprise. Et à côté, on fait des interviews aux clients. Et du coup, ça demande beaucoup de temps. Pourquoi? Pas juste pour les faire, pour les débriefer. Et donc, du coup, comme là, aujourd'hui, je suis en visio. La visio, ça a changé ma vie. Hein, je suis en télétravail. Enfin, mon ancienne agence était 100% en télétravail déjà en 2009. Donc, voilà, j'adore le télétravail. Et je fais énormément de visio. Aujourd'hui, c'est aussi payant. Je suis vraiment désolé. Mais cette IA m'est hyper utile. Donc, en fin de compte, cette IA, elle s'appelle Semly. Il y en a plein d'autres, je crois Firefly. Bref, je suis pas très lead. Elle me convient. Donc, vu qu'elle me convient, aujourd'hui, je l'utilise. Et ce qui se passe, c'est que je cherche en même temps que je vous parle. Voilà, c'est bon. En même temps que je vous parle, c'est que je l'invite donc au visio avec les clients et je vais pas du tout. Donc, elle a pour but de faire des comptes rendus de réunion. Au fond, on s'en tape des comptes rendus de réunion. Hein, je m'en fous de ce qui a été dit à l'intérieur. C'est pas du tout ce qui m'intéresse. Moi, ce qui va m'intéresser pour ce cas très précis, c'est d'aller dans la partie transcription et d'aller
dans la partie export parce qu'il va se passer quelque chose. C'est que je vais avoir toutes les minutes et on va savoir qui parle. Et du coup, je fais quelque chose de ça. C'est qu'on peut voir, hein, c'est long comme le bras. Et celle-ci, je suis même pas sûr que ce soit la plus longue, hein, parce que attends, on va aller jusqu'au bout. Hein, la plus longue que j'ai faite, 64 minutes, elle a duré 1h34 pour ce client-là très précis. Alors que normalement, elles sont censées durer 1 heure. Et même les clients, ils me râlent dessus en me demandant au début s'il n'y a pas juste une demi-heure. Et à la fin, c'est moi qui vais raccrocher. Mais donc, du coup, je te laisse imaginer le temps qu'il faut pour débriefer ça. Et quand on va faire nos personas, il y a plusieurs choses qu'on va faire. Donc, j'ai plusieurs GPT. Je ne vais pas tous te les montrer, mais je vais t'en montrer un en particulier qui a pour but de venir, comme son petit nom l'indique, de venir extraire les mots-clés que la personne elle utilise à l'intérieur de son interview. Et ça nous permet comme ça, par personne, d'être capable de pouvoir, hop là, donc déjà je vous laisse montrer ce que ChatGPT est capable d'enquiller. Hein. Ça commence à devenir assez impressionnant, même si, on va pas se mentir, il pourrait mieux faire. Hop là. Et là, on y est. Donc, bien évidemment, non, bien évidemment, vous ne le savez pas. Mais en vérité, il est calibré pour répondre sur des agents immobiliers. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il va avoir une tendance comme ça à nous remonter des choses qui sont liées à la partie immobilière. Et c'est pour ça qu'il va thématiser de cette manière-là. Il est déjà paramétré pour ça. Mais on peut voir que cette personne-là m'a parlé de maison principale, de maison secondaire, plein pied. Il m'a parlé de lieux. Il m'a parlé de luminosité, de grands espaces, de jardins, de cheminées, de piscines. Ah tiens, c'est intéressant ça pour faire des annonces. De calme, de qualité de vie, de commodité, de proximité, d'accessibilité, de convivialité, de vie sociale, de réception, d'amis. Voilà, on voit que là se dégagent des choses que peut-être que si j'avais fait une simple analyse SEO de mes concurrents, eh ben en réalité, je les aurais jamais remontés parce que c'est ça que les personas marketing vont faire remonter, c'est des intentions de recherche que eh ben on n'a pas capté parce que parfois elles sont très hautes dans le funnel. Et voilà, typiquement, un outil qui, quand je dis que ça me fait gagner au moins 5 heures par jour, je n'arrive même pas à quantifier très exactement ce que ça me fait gagner, puisque ça, on l'a vu, hein, c'est une fois que l'interview elle est finie, je vais faire pipi, je vais boire mon café, je reviens, j'ai le transcript, je suis sur ChatGPT, je fais mon copier-coller, c'est fait. Bien sûr qu'il faut que je relise, c'est frais, donc du coup, je le fais. Mais c'est anecdotique par rapport au temps de travail que ça demande. Donc voilà. Donc typiquement, le genre de truc que je trouve vraiment très cool, et j'aime beaucoup montrer cet exemple-là, parce qu'il nous montre qu'il n'y a pas qu'une seule IA qui existe, il y a plein d'IA différentes, et qu'en plus, on peut les travestir un peu et leur faire des choses qui n'étaient pas forcément l'idée de départ. Et c'est ça que je trouve incroyable avec l'IA, c'est que on lui fait faire des choses, c'est un outil, je dis que c'est un méta-outil. À nous d'imaginer l'outil qui deviendra. Voilà. Passionnant, je pense qu'on pourrait se faire beaucoup plus en tout cas que cette masterclass. Ouais, en fait là je vois bien l'intérêt pour toi effectivement de tes GPT. Tout ça c'est en français, hein. Je pense que vous pouvez le voir sur l'écran de Sébastien. En fait c'est fini le temps où on disait oui alors en anglais c'est très bien mais en fait en français il fait encore beaucoup d'erreurs. Non, il y a effectivement encore des petites erreurs de syntaxe, de grammaire. Les sigles, il a du mal avec les sigles, mais c'est tout à fait normal. Euh, Ça, c'est des Mais choses. ça fait partie des choses où quand je parle de venir lever les ambiguïtés, les sigles, c'est souvent quelque chose qui, on pense, je donne toujours cet exemple. Pendant des années, j'ai travaillé dans le secteur du SEO médical. Avant de travailler dans un sex shop, je travaillais dans le médical. Et dans le médical, MSP, ça veut dire Maison de santé pluridisciplinaire. Aujourd'hui, j'accompagne un client qui est dans la cybersécurité. MSP, ça veut dire Managed Service Provider. Ça veut juste pas du tout dire la même chose. Donc, si je veux bien que l'IA comprenne de quoi je lui parle, MSP, entre parenthèses, informatique. Et comme ça, il comprend, j'ai contextualisé. Et c'est là où on dit qu'il faut éviter de jargonner avec l'IA. Hein, plus je jargonne, plus j'ai une chance de la tromper. Et donc, du coup, plus il va falloir que je déjargonne à un moment donné. Et là, on est typiquement dans le jargonnage professionnel. De s'appeler un MSP, c'est pas encore le monsieur et madame tout le monde qui appellent ça comme ça.
Donc là, Sébastien, on se rend bien compte hein, du temps déjà que l'on gagne, Oui, tu vois, ne serait-ce qu'avec ces briefs clients, ces aussi points d'étape qui, dans le meilleur des cas, durent effectivement 20-30 minutes, mais on reste quand même des humains et c'est normal de parler, tu vois, c'est normal d'avoir un échange. Et en fait, on est plutôt proche des 45-1 heure. Hein, je pense que c'est à peu près le lot hein, de, tout, de tous les consultants, que ce soit en com ou en marketing. Bah là, vous voyez, vous avez non seulement un compte rendu hyper quali et surtout vous avez une synthèse derrière qui vous permet de vraiment récupérer les points clés. Voilà. Je pense que là on a déjà un aperçu du temps gagné. Mais on peut en faire encore mieux, n'est-ce pas Sébastien? ouais, carrément. Il y a deux choses qui révolutionnent complètement notre quotidien. Alors, c'est pas nouveau du tout ce que je vais parler, mais personnellement, c'est nouveau pour moi et je vais vous expliquer pourquoi. C'est le no-code. Le no-code ne m'a jamais intéressé jusque-là pour une simple et bonne raison, c'est que je trouvais que tout ce qu'on faisait avec, c'était un peu de la merde. Hein, on va pas se mentir, je voyais pas trop l'intérêt. Euh, C'était souvent fadasse et je trouve pas ça très intéressant. Avec l'arrivée des IA, les choses ont complètement changé. Aujourd'hui, avec l'arrivée des IA, on peut faire des choses de dingue qui nous auraient demandé un temps de travail, je dirais même pas considérable, je dirais même juste impossible. Et je vais donner un exemple très particulier. Aujourd'hui, si je dois, imaginons que je mette en place une campagne de backlink, que d'une manière ou d'une autre, j'arrive à scraper plein d'emails hyper intéressants et que je veux envoyer des mails à ces gens-là. Bon, déjà, on ne va pas juste parler du fait d'écrire ce mail. Non, non. Là, moi, je vais vous parler de gérer l'intégralité de toute la relation avec la personne. Là, ce qu'on peut voir, c'est que franchement, ce scénario, il est vraiment pas compliqué. Ce scénario, il fait partie de 5 autres scénarios. Et ce scénario très précis n'a qu'un but, c'est de venir. Donc, j'ai un fichier Excel où, en fin de compte, à l'origine, j'ai des emails. Oui, c'est ça. À l'origine, j'ai des emails et je vais le faire travailler pour qu'il puisse venir à l'intérieur récolter les sites internet et de savoir de qui on parle. Et oui, toujours du contexte. Ce que je fais, c'est que j'envoie un premier mail, mais qu'on va devoir pas juste envoyer un mail. On va devoir s'assurer qu'on l'a envoyé à la bonne adresse. Est-ce que la personne m'a répondu ou pas répondu? Qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Est-ce qu'elle est intéressée par intéressée? Est-ce qu'il faut que je fasse un suivi? Est-ce qu'il faut que je la relance parce qu'elle ne m'a pas répondu? Donc, mine de rien, j'ai un vrai travail de suivi à faire. Et ce travail de suivi, il est hyper chronophage. Mais hyper chronophage. Il faut être très bien organisé. En tout cas, je trouve, à titre personnel, je trouve, parce que quand on envoie une tonne, Ouais, c'est clair. ouah, au bout d'un moment, c'est compliqué. Hein. Et donc, du coup, eh ben, aujourd'hui, avec un make, alors je suis très pro make, mais aujourd'hui, il existe, alors, je ne sais pas du tout le prononcer, donc je vais le prononcer à la française, mais je pense qu'il y a un jeu de mots que je n'ai toujours pas compris à l'intérieur du nom. C'est n8n.com. Donc, ceux qui savent, bah, laissez un commentaire dans cette vidéo parce que j'ai toujours honte de le prononcer. Je suis sûr qu'il doit y avoir une blague, mais je ne l'ai pas. n8n.com, qui, apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, est un tout petit peu plus geek dans l'utilisation. Et je dirais que si vous voulez avoir une utilisation avancée, c'est peut-être plus vers ça qu'il faut se diriger. Je pense que je vais plus partir vers du NVN dans pas longtemps, mais de garder du make pour du simple et efficace. Et à côté, on a, je dirais pas la Rolls, mais encore une fois, le produit de Geekos, alors qui lui, il va très très loin. C'est Xenoposter. Et Xenoposter, je ne l'ai expérimenté que pendant un mois. Et j'avoue qu'il faut avoir un tel niveau de geekerie absolu qu'il fallait que je prenne des formations pour pouvoir. C'était tellement trop compliqué de le prendre en main qu'il fallait que j'arrête toutes mes activités pendant 6 mois pour pouvoir comprendre. Et donc, j'ai jamais passé le cap. Et aujourd'hui, avec un mec plugué à de l'IA, et on peut voir ici que l'IA, elle est utilisée une seule fois. Qu'est-ce qu'on va faire? En fin de compte, ce qu'on va lui faire faire, on va lui faire faire un seul truc. Un truc qui me prendrait du temps. Et donc, du coup, on va lui faire faire à elle. Ce qu'on lui fait faire, c'est qu'on récupère tous nos mails, donc on s'en fiche un petit peu de l'automatisation. On va juste partir du principe que ça me fait récupérer le bon mail. Et ça, ce que vous voyez, c'est un module dans Make qui appelle exactement la même chose qu'un GPT, ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors oui, bien évidemment, vous allez commencer à découvrir le côté payant d'OpenAI. Sauf que le côté payant d'OpenAI, ça se compte en centimes d'euros. Quand je vous dis en centimes, c'est 0,001 centime hein, pour certaines choses. Donc, du coup, c'est vraiment très, très peu cher.
Je ne peux que vous inviter à payer quelques euros. Mettez 2 euros, 5 euros sur votre compte. Et même avec 5 euros, vous allez commencer à vous amuser. Parce que ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est de devoir aller sur le côté obscur de ChatGPT, qui est le côté plateforme, et vous allez commencer à coder. Et oui, même si vous ne codez pas, vous codez un petit peu, puisque vous allez aller créer vos assistants, et vous pouvez voir que vos assistants, c'est comme des GPTs, vous lui passez des ordres, et c'est là que la magie opère. C'est que quand on a bien compris comment bien prompter, on a compris qu'il fallait faire des choses très spécifiques à l'IA, et que quand on vient lui faire des choses très spécifiques de manière automatisée, eh ben, je peux faire des trucs de dingue. Et là, le truc de dingue que ça fait, c'est qu'il va venir classer mes mails en fonction de la réponse de la personne. Est-ce que la personne, elle est intéressée, pas intéressée? Est-ce qu'il faut que je la relance ou pas? Et donc, du coup, donc là, on peut le voir, hop là, qu'il va venir détecter l'intérêt qu'il y a à l'intérieur. Donc, attends, je vais essayer de te retrouver le nom de l'assistant qui est utilisé, comme ça on va pouvoir aller le lire, parce que là, on ne le voit pas. C'est le truc, donc, mail classifier. Donc, du coup, ici, j'ai tout. Alors là, on peut voir que j'ai un certain nombre, parce que bah, c'est mon quotidien. Ce que je dis, hein, mon quotidien aujourd'hui, c'est de venir comprendre comment faire une tâche et faire en sorte que l'IA, aujourd'hui, elle puisse venir m'aider. Donc là, on peut voir que ça vient classifier de plusieurs manières. Soit il y a un refus à l'intérieur du mail, soit il y a un intérêt possible, soit le mail, ce n'est ni plus ni moins qu'un accusé de réception. Et donc, du coup, je vais utiliser cette valeur pour pouvoir savoir est-ce que je vais devoir relancer ou pas. Est-ce que là, c'est un mail in black? Dans ce cas-là, ça va m'envoyer un mail pour me dire, parce que ce n'est pas mon adresse mail qui est utilisée. Donc, du coup, mail in black, c'est quoi? C'est un mail qu'on reçoit pour dire bonjour, c'est la première fois que vous m'envoyez un mail. Si jamais vous voulez rentrer dans mon contact, cliquez sur ce lien et veuillez prouver que vous êtes un humain. Donc, du coup, il faut le faire pour que le mail arrive. Et donc, du coup, bah, il faut une procédure à côté pour savoir qu'il y a un mail in black qui vient. Et à côté, on va traiter les mailers Demon Postmaster, à savoir tous les emails qui ont échoué. Et donc ça paraît con. Mais du coup, tous les 3 heures, la boîte, elle est crawlée pour savoir s'il y a une réponse. Et bien évidemment qu'il y a des automatisations à côté qui envoient les mails. Le premier, qui fait un mail de relance et qui fait un mail de relance sur la relance. Et qui va m'envoyer des mails quand il y a un intérêt. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit « Ah ouais, ça m'intéresse », bah, pam, tout de suite, ça m'envoie un mail. Ou quelqu'un, un mail in black, pareil, ça m'envoie un mail. Et donc, du coup, bah là, on voit quelque chose, c'est qu'on arrive aujourd'hui à automatiser une tâche extrêmement particulière, un morceau de ma procédure, mais qui va faire que, bah, pardon, excuse-moi. Désolé. Mais qui va faire que je viens automatiser mon travail et gagner du temps. Et donc là, on voit vraiment, je pourrais te montrer des trucs de dingue, hein, d'ailleurs. Je vais te montrer tout de suite qu'on peut aller beaucoup plus loin. Ouais, là, ton mec, il est quand même assez dingue. Hein. Ah, vraiment, c'est le plus simple, Ouais. c'est un des plus simples que j'ai fait. Oui, mais justement, c'est il est simple d'efficacité, tu vois. C'est ça, c'est ça. Ah, mais j'adore. Et du coup, voilà. Donc voilà, donc Make, c'est vraiment, et les outils no-code, je vous dirais qu'aujourd'hui, encore une fois, le SEO, c'est aussi l'art de fabriquer ses propres outils. Hein, c'est l'art d'apprendre les outils, mais aussi de fabriquer les siens. À côté de ça, je vais le faire très rapidement. Je vais présenter 2-3 choses, mais là, beaucoup plus rapidement. On parle de SEO, mais aujourd'hui, si tu veux, ça fait pour moi depuis 5 ou 6 ans que le SEO a changé et que je parle de SEO branding. Aujourd'hui, j'en parle peut-être pas tant que ça, mais en tout cas, pour moi, le SEO, c'est, je vais te le dire très simplement. Aujourd'hui, si dans un moteur de recherche, tu as 10 liens bleus qui arrivent, qui répondent potentiellement à ta question. Si à l'intérieur de ces liens, il y en a un que tu connais et 9 que tu ne connais pas, sur lequel tu penses que tu risques de cliquer. Allez, vas-y. La bonne réponse était normalement sur celui que tu connais. Ah ouais. Bon, normalement, okay. Je vais avoir une proportion. Bah, si je connais le média, si je le suis déjà et que je cherche une réponse, je vais logiquement, naturellement, certainement me diriger vers ça. Et si tu veux, on se le disait tout à l'heure, le clic et le fait de parvenir sur Google, c'est un des plus forts signaux que tu puisses envoyer à Google. Donc, du coup,
si je suis connu et reconnu, il y a une forte probabilité que j'attire naturellement plus de clics. Donc, du coup, de travailler son branding, c'est essentiel en SEO. Ce qui nous amène à quelque chose, c'est que de travailler les réseaux sociaux, c'est travailler son SEO. Ça fait partie des signaux. Et donc, du coup, dans les automatisations que je peux utiliser, aujourd'hui, j'utilise, par exemple, Wallaxy. Hein, tout à l'heure, je disais que ma première entreprise avait fait faillite parce que je faisais que du SEO. Wallaxy me permet de faire deux choses. Wallaxy ou la grosse machine, que j'utilise également. Plus pour les clients, ça coûte plus cher là pour le coup. Wallaxy, disons que c'est plutôt un bon rapport qualité-prix, même si bon, je suis pas, voilà. Hein. C'est un bon outil, un bon rapport qualité-prix, c'est pas très cher. À côté de ça, ça nous permet aussi de faire de l'outbound pour le coup. Donc, moi, je suis spécialisé en inbound, mais je fais aussi de l'outbound. Je vais aussi chercher le client. Et donc, on peut aller chercher le client par ces systèmes-là. Mais aujourd'hui, je les utilise aussi pour faire mon propre branding, puisque avoir ces comptes qui tournent sur les réseaux sociaux, c'est aussi quelque chose d'important. Ce qui nous amène au fait que je suis très présent sur LinkedIn. Hop là, oulala. Voilà. Et on peut voir que mes automatisations font que c'est l'enfer sur Terre, qu'à chaque fois que je vais découvrir ma page, donc m'en veuillez pas si j'ai du mal à vous répondre, mais normalement, tous les matins, je vais voir les messages non répondus et je réponds. Donc, du coup, je ne peux que vous inviter à aller sur les réseaux sociaux et à me suivre, bien évidemment. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que la production de contenu, faire ça, c'est aussi du travail. Donc, on ne va pas revenir sur, pas très bon le post d'aujourd'hui. Allez, likez le post d'aujourd'hui, les stats, elles sont nulles. J'ai honte de monter ça. Attends, on va cacher ça. Qu'est-ce que je voulais dire? On va montrer des bonnes stats. Attends, j'ai des bonnes stats à certains endroits. Tiens, il est mieux celui-ci. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça fait partie également du métier. Alors, bien sûr, on commence à sortir du métier. Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est surtout le métier de community manager. Mais à côté de ça, ça fait partie aussi du SEO. Et je suis quelqu'un qui pense que si on ne fait pas, on a du mal à comprendre et à maîtriser. Et aujourd'hui, si je ne comprends pas les bons signaux à envoyer sur, par exemple, si en SEO, je vais parler de venir varier ses contenus. Très bien, mais en fin de compte, je vais exactement avoir le même vocabulaire dans les réseaux sociaux. Et donc, du coup, par réseau social, il va falloir que je sache quel type de contenu va venir fonctionner. Ça fait aussi partie, entre guillemets, des signaux. Et donc, du coup, je trouve qu'il y a une énorme similitude entre quelqu'un qui fait du SEO et quelqu'un qui fait du community management. Pour moi, il n'y a pas de différence. Et donc, pour conclure, je dirais, sur ce qu'on a à faire, aujourd'hui, j'utilise les IA. Vous pouvez aller, je continue à faire ma pub, sur ma chaîne YouTube SEO Addict, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, abonnez-vous. Moi, je n'ai pas vu vite depuis quelques temps. Mais vous allez retrouver plein de trucs sur notamment Make et les IA. Je pense que ça devrait vous intéresser. Mais je ne vous en parle pas juste pour faire ma pub, je vous en parle parce qu'en vérité, j'utilise des IA aussi sur ces comptes-là pour plusieurs choses. Aujourd'hui, mes shorts, par exemple, sont shortés. Hop là. Là, c'est shorté avec Opus Clip. C'est génial. Opus Clip, c'est une super IA pour pouvoir venir. J'en ai testé plein. Et il n'y a que celle-ci qui m'a convaincu. Et grâce à elle, j'ai réussi à faire des shorts qui ont fait combien de vues? Ouais, 1100 vues. Pour moi, c'est 3000 vues. Et Ah, voilà. c'est bien. Ouais, celui-là a 3000 vues. Alors que voilà, c'est pas ouf. Et ça, je dirais même pas une minute. À vrai dire. Ah, si, il a fallu scroller et les choisir. Mais en soi, pas beaucoup de temps. Très, très bien. Ah, Un cool. autre, un autre truc, j'utilise beaucoup Agen. Alors, beaucoup. Pas comme. Alors, et je vous invite à vraiment aller regarder le live Il n'y a plus qu'à parce qu'il y a beaucoup de professionnels de l'image dedans. Et j'ai honte quand je dis que j'utilise ce genre de logiciel à côté d'eux. Mais toujours est-il que je les utilise quand même, mais pas à leur Non, moi, je niveau. suis d'accord. Je suis comme toi. Et d'ailleurs, je j'ose pas montrer mon écran. Tu vois, genre, Louis, montre-nous. Non, 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 allez-y, Ouais, allez-y, les pros. on fait pas la même chose. Mais bon, disons que c'est pas les mêmes objectifs. Là, si tu veux, on peut voir que cette chaîne-là, je me suis amusé. Bon, ok, 5 abonnés, mais en vérité, sur la chaîne en anglais, j'en ai 12. C'est quand même un plus grand succès. Mais toujours est-il que je me suis éclaté à lancer comme ça des espèces de pseudo-chaînes parallèles pour venir faire un peu de SEO multilingue, parce que je crois énormément au SEO multilingue. Et ça nous donne quand même des choses pas dégueulasses. T'entends mon écran?
Alors non, ouais, Ah, j'ai pas ton son, mais on mince. imagine que qu'effectivement Ouais, tu parles en espagnol, quoi. oui, et si tu veux, il y a de la synchronisation labiale et faut vraiment aller m'écouter. Si tu veux, moi, ce que je peux t'inviter, c'est vraiment les personnes qui regardent ça, c'est aller faire pause, aller m'écouter. Et c'est impressionnant qu'on a l'impression que c'est vraiment ma voix. Mais sérieux, ça parle mieux anglais que moi. C'est ouais, l'anglais, j'aimerais trop parler anglais comme mon IA elle parle anglais. Alors ça manque un peu de chaleur, ça manque un peu, mais en soi, Ça fait je le trouve taf. que ah ouais, ça fait grave le taf. Donc ça, c'est un côté des IA que je vais utiliser. Et à côté, j'utilise aussi Agen. Alors, ça fait un peu moins le taf. Hein, on peut voir, hein, ça convainc un petit peu moins les gens. Euh, mais par contre, moi, Mais il y ça a le faisait pull moche, hein, Sébastien. Tu nous parlais de pull moche. Je pense que exactement, là, il y est. exact, exactement. Et donc, si tu veux, ça, pourquoi toutes les vidéos se ressemblent? Bah, tout simplement parce qu'elles sont générées avec Agen. Et là, pour le coup, Ouais. je peux beaucoup plus aller te montrer, puisque là, je l'utilise vraiment beaucoup pour mes clients également. Je l'utilise beaucoup en SEO. Et allez, un petit trick euh, de comment venir mixer les choses. Un truc que je fais aujourd'hui, on sait que la rétention utilisateur, c'est quelque chose de capital. À l'intérieur, si vous ne le savez pas, il y a une partie de l'algorithme Google qui s'appelle NavBoost, qui est là pour une seule chose, c'est tester l'expérience utilisateur sur votre site. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il interagit avec votre site? Quelle est sa vie dessus? Et c'est vraiment une très grosse partie de l'algorithme. Donc, du coup, venir mettre des éléments interactifs à l'intérieur de votre page, c'est important. Bah, déjà, ce que vous pouvez faire, c'est créer des quiz, par exemple. Hein. J'ai oublié le nom. Mince, c'est au moment où je veux dire que le nom va me revenir. Mais il y a comme ça des logiciels en ligne qui vous permettent de créer des quiz. Si vous retrouvez des noms, mettez-les en commentaire. Comme ça vous donnera une bonne raison de laisser un commentaire. Et avec ChatGPT ou Claude, vous arrivez à créer ça en un claquement de doigts. Donc déjà, vous avez quelque chose, vous pouvez créer des interactions sur votre site. Mais si on veut aller plus loin, on peut faire un truc cool. Ce que je fais, par exemple, donc vous pouvez le voir là, pour ce client Power IT, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit par exemple des articles qui parfois sont très longs. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, donc le but, il n'est pas de créer des pages incroyables en termes d'expérience utilisateur. Par contre, c'est pas la bonne vidéo, elle n'est pas montée celle-ci. Mince, elle n'est pas montée. Mais bon, vous allez voir un résultat pas monté. Donc, pas monté. Donc, on fait des zooms. Il faut quand même faire des choses pour que ça soit. Mais on a une base viable à travailler. Et ce qu'on fait, c'est qu'on envoie l'intégralité de l'article à Claude. On a le prompt qui va bien. Et en fin de compte, le but du jeu, c'est de venir faire une narration de cet article à quelqu'un qui n'aurait pas le temps de lire l'article. Et donc, du coup, on propose en intention utilisateur tout de suite, soit tu as le temps de lire l'article, bah tiens, c'est par ici, continue, soit tu n'as pas le temps, et ici, tu as une IA qui se présente comme telle, hein, puisque bon, vous n'allez toujours pas pouvoir l'entendre, c'est vraiment dommage. Alors après, là, je te dis, le résultat n'est pas très, très convaincant, parce que, mais c'est pas très vivant. Donc, du coup, on va rajouter du côté vivant par des effets de montage, en réalité. Donc, on passe avec un petit peu de montage, mais CapCut, par exemple, nous aide plutôt pas mal. Et pas, là, j'utilise pas d'IA dessus. Mais on peut voir, encore une fois, je suis parti sur un outil simple et efficace. J'attends pas d'avoir un Oscar avec mon montage. J'attends pas d'avoir 10 millions de followers là-dessus. J'attends d'avoir quelque chose de simple et efficace qui vient déclencher quelque chose chez l'utilisateur. Mais ce ne soit pas non plus déceptif. Donc ça, c'est une partie. Et donc là, on peut le voir que j'ai mon propre avatar et que du coup, je m'appelle Sébastien quand j'utilise. Donc le jour où vous voyez ce logo, ça veut tout simplement dire que c'est pas moi et que je crois que vous en doutez. Et là, on a quelque chose où à partir d'un... Attends, je vais couper le son parce que c'est relou. Je ne sais pas comment on fait. Bon, bref, peu importe. Donc on peut voir qu'à partir... Ah, si. À partir, en fin de compte, d'une vidéo de 30 secondes, eh ben, il est venu complètement créer la vidéo. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui se passe là, c'est pas moi. J'ai jamais dit ça, j'ai jamais bougé comme ça. Enfin, j'ai bougé en partie comme ça à des moments dans la vidéo, mais c'est pas moi qui ai fait ça. Donc, du coup, voilà, on arrive à faire des shorts. Pourquoi pas à base d'IA. Alors après, ça manque un peu de chaleur. Je pourrais aller beaucoup plus loin en rajoutant des choses au niveau de la voix, mais il faudrait faire encore d'autres trucs. Et l'idée, c'est de faire du simple et efficace. Si tu veux, il y a un rappeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Lorenzo et qui, si tu veux, je m'inspire pas mal. La musique, c'est des choses que j'aime beaucoup. Et Lorenzo est quelqu'un que j'écoute beaucoup. Et il s'avère qu'il a ce vocabulaire de dire de faire du sale. Et il s'avère que faire du sale, c'est peut-être pas ce que les gens s'imaginent. C'est pas faire les choses salement. C'est
faire les choses sans attendre d'être parfait dans ce qu'on fait et tester. Parce que je ne sais pas si tu le sais, mais il y a une étude qui s'est penchée sur les gens qui ont fait des grandes découvertes, qui ont été très connus pour des très grandes réalisations. Et la question qui s'est posée, c'est est-ce que c'est des gens qui ont fait très peu de choses dans leur vie et qui se sont consacrés à un sujet et qui ont publié quelque chose de génial, ou est-ce que c'est des gens qui font beaucoup de choses dans leur vie, font 99% de merde, et en fin de compte, on les connaît pour seulement le 1% de trucs géniaux qu'ils ont fait. Bon, je te laisse deviner ce que l'étude a donné. Et donc, du coup, quand Lorenzo dit quelque chose d'aussi basique que ça, en réalité, il est en train de dire de quelque chose d'extrêmement profond, c'est fait. Si fait. Et aujourd'hui, si tu veux, j'avais une problématique par rapport à ça, c'était de nourrir YouTube par du short. J'ai pas le temps de faire des shorts. C'est pas du tout ma priorité. Et donc, du coup, comme c'est pas ma priorité, bah, j'ai trouvé une réponse qui m'a convenu et qui a permis à ce compte-là, qui est très secondaire, puisqu'aujourd'hui, je fais vraiment n'importe quoi dessus, et on va même voir ce que je fais, mais le faire vivre et d'avoir pas mal, à un moment donné, d'heures sur YouTube, parce que le but du jeu était… Et je vais finir… Pardon. Ouais, non, mais Sébastien, mais c'est pas, enfin, c'est pas si anodin que ça ce que tu fais, parce que bon, on voit bien que tu es en mode bac à sable, et, et tu le dis, c'est que tu n'as pas beaucoup de temps à accorder à tout ça, parce qu'en fait, ton temps, bah, tu le concentres sur aujourd'hui ton business, et c'est parfaitement logique. Donc là, il y a une part d'amusement, mais également, en fait, le fait que tu nourrisses quotidiennement ton content marketing, ta stratégie de content marketing. Tu nous as montré ton LinkedIn sur lequel, tu es une plateforme, tu es très présent, et c'est pas uniquement un LinkedIn sur lequel tu dis ma vie est mon œuvre, pas du tout. Tu partages beaucoup de conseils. Ça, c'est tous les mardis, ça. Ma vie, mon œuvre, c'est le mardi. Ouais, c'est ça. Non, mais ça reste quand même. C'est là où je pense que tu as parfaitement compris, en tout cas, la tonalité LinkedIn. Et je pense que, vraiment, j'encourage tous ceux qui nous regardent à aller voir ton LinkedIn. C'est que ça reste quand même ton LinkedIn, donc c'est authentique. Tu vois, tu parles de ton quotidien aussi de chef d'entreprise. Enfin, tu vois, un de tes derniers posts, c'est celui où tu dis que ton agence Coéquipe, en fait, c'est une affaire de famille, et donc tu expliques que tu as pourquoi vous avez confondé avec ton 2 ans, épouse ma fille a l'agence, travaillé là. et ta fille effectivement aussi y a Pendant 2 ans, travaillé. elle Donc, était là. tu vois, non mais donc c'est plutôt chouette. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des apports pertinents sur le plan professionnel, et je le disais sur le SEO, tu présentes des outils, tu expliques pourquoi tu les utilises, comment tu les utilises, et même si tu as utilisé des IA pour optimiser le contenu de tes posts, en fait derrière tu restes quand même le pilote, tu restes quand même le maître. C'est-à-dire que rien n'est publié sans que tu l'aies décidé et tu l'aies validé. Oui, c'est extrêmement rare que j'ai quelque chose qui fasse quelque chose en toute autonomie. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose sur mon compte il y a quelques jours, et je lui ai dit tiens, je vais voler ce que tu as dit. Il a dit keep human in the loop. Keep human in the loop. Et 1 million % d'accord avec lui. C'est aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, elle n'est pas là pour nous remplacer l'IA, vraiment pas. Si je la laisse travailler toute seule, pour l'instant, c'est pas fou. Je m'inquiéterai demain quand elle sera vraiment capable de le faire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, on va faire une bonne distinction entre ce que le marketing est en train de nous vendre et ce qu'on peut vraiment faire avec. Et de ce qu'on peut vraiment faire avec, c'est se maximiser, pas avoir un truc qui travaille à notre place. Et oui, si tu veux, je trouve que le SEO, ça mène en tout cas à toutes mes passions. Toutes mes passions se connectent au SEO, et je crois que c'est pour ça que j'aime énormément le SEO, parce qu'aujourd'hui, si tu veux, on va parler, alors ça c'est mon post du jour qui n'a pas très bien marché, mais j'explique donc les 17 algorithmes Google, donc on parlait de NavBoost, mais il y a une partie de l'algorithme aujourd'hui qui vient te traquer, toi, moi par exemple Sébastien Griot, et de savoir est-ce que je publie d'autres choses sur Internet, quel auteur suis-je? Et là, on va parler d'une autre partie du SEO qui est le EEAT. Et donc, aujourd'hui, d'être capable d'être la bonne personne pour parler de quelque chose et de montrer patte blanche, c'est indispensable. Et donc, aujourd'hui, je le montre pour moi, mais c'est la stratégie qu'il faut faire pour tout le monde. Aujourd'hui, avoir une chaîne YouTube, c'est venir travailler son SEO. Alors déjà, c'est venir travailler le SEO sur YouTube. Déjà, parce que si j'y suis pas, je ne sais pas trop comment je pourrais remonter. Et aujourd'hui, il faut quand même savoir que YouTube, c'est la plateforme numéro 1
pour les gens qui veulent apprendre des choses. Donc, moi, je dis ça, je dis rien. Et à côté… Redis-le, s'il te plaît. Redis-le, Sébastien, parce que je le martèle à mes étudiants. Je leur dis, Ah oui. soyez sur YouTube, soyez présents sur YouTube. C'est Parfois, j'ai l'impression qu'ils ne m'écoutent pas. Redis-le, Sébastien, s'il te plaît. mais aujourd'hui, c'est même pas il faut l'être. C'est si vous, en tant qu'étudiant, vous l'êtes pas, bah, dites-vous que les autres étudiants y sont, puisque YouTube est la plateforme numéro 1 dès qu'il s'agit d'apprendre à faire quelque chose. Alors, dès qu'il s'agit d'apprendre à faire quelque chose, c'est vers YouTube qu'on va. C'est plus de l'écrit, c'est pas LinkedIn, c'est pas Insta, c'est pas que sais-je, c'est YouTube. Donc YouTube aujourd'hui, c'est bon pour votre SEO, surtout si vous avez des clients. Je vois pas trop quel type de client vous pourriez avoir où il n'y a pas des choses à apprendre. Je vois pas très bien. Et en plus, vous allez travailler votre autorité. Donc du coup, c'est indispensable d'être présent. Et donc quand je montre que je suis présent sur les réseaux sociaux, mais c'est de montrer que ça fait partie du taf. Enfin, pour moi, être capable de pouvoir monter des vidéos, c'est faire du SEO. Pour moi, être capable de pouvoir faire un post sur les réseaux sociaux, et pas genre faire un post, c'est genre savoir pour Insta, savoir pour TikTok, savoir pour LinkedIn. Aujourd'hui, je ne me considère pas, moi, personnellement, Sébastien Griot, compétent pour pouvoir poster sur TikTok. Alors, allez voir mon compte, j'ai essayé. Je tente de m'appeler le boomer du SEO. Mais je suis pas dans la vibe. Pourquoi? Parce que je suis pas client. Et donc, du coup, vu que je suis pas client de la plateforme, c'est pas moi qui vais faire ça dans notre agence. Mais on s'y intéresse aussi parce que ça fait aussi partie des… Enfin bref, tout ça, c'est du SEO. Et s'intéresser également à tout ce qui est nurturing, tout ce qui est fait de lead magnet, tout ce qui est création donc de guides. Et là, on n'en a pas parlé, mais il y a un logiciel que j'adore, que je l'ai nommé une fois, c'est HubSpot. HubSpot, ça m'a conduit à travailler également sur Salesforce. Donc aujourd'hui, d'être capable de pouvoir maîtriser des CRM pour pouvoir créer des workflows à l'intérieur. Encore des automatisations, on y revient toujours à l'intérieur de nos propres CRM. Et donc, du coup, on est obligé encore de stacker une compétence. Et je trouve que c'est ça qui est dingue dans le SEO, c'est que on peut vraiment stacker un paquet de compétences qui vont toutes se parler les unes les autres. Toutes. Elles vont toutes se nourrir. Bon, Sébastien, on approche de la fin de notre masterclass, mais tu avais une dernière chose à nous montrer, c'est ça, Sébastien? Oui, parce que j'en suis fier. Et je crois que ça fait du bien. Vous n'avez pas le son et on s'en fout, mais si, on s'en fout pas du tout. Allez les chercher, c'est super ce que je fais, j'adore. Mais si tu veux, il y a une musique derrière que j'adore. Je l'ai écoutée en boucle, cette musique, pendant 3 semaines, et pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais juste parce que je la trouve géniale. C'est une musique qui a été faite par Udio, donc une IA. Et là, tout ce qu'on voit, c'est en fin de compte une image qui a été faite, et vous pourriez aller voir les autres clips, parce que tous les autres clips sont dans le même univers graphique, comme ça un peu, allez voir, vous verrez. Un peu cyberpunk, quoi. C'est ça, complètement, complètement. Et tu peux voir que c'est pas pour rien cette couleur. Tu vois, c'est une couleur que j'aime beaucoup, que je travaille, qu'on a tout le temps. Et donc du coup, ça c'est juste fait avec Midjourney, donc la partie image. Je suis pas un très grand prompteur. ChatGPT m'aide énormément. Par contre, je sais ce que je veux. Et à côté, c'est mise en scène, enfin animé par Runway. Et ce que je fais, c'est que Runway parfois fait des trucs de dingue. Et donc du coup, et c'est cher, c'est très cher, Runway. Donc, du coup, j'ai un petit peu de crédit. Je lui balance mes prompts que je veux et je garde ce qu'il m'a donné, peu importe ce que ça donne. Et après, je le prends, je le mets sous CapCut et je m'éclate. Donc là, bon, ça peut peut-être un peu paraître très barbatif à l'image, mais c'est vraiment très bien. Non, mais parce qu'il y a une musique. En fait, là, on voit l'image, mais il y a une musique. C'est un clip d'accompagnement. C'est ça. Et en fin de compte, du coup, ça m'a permis, c'est vraiment pas grand-chose, mais ça m'a permis de pouvoir me libérer de choses que je rêvais de faire depuis très longtemps et d'être capable de pouvoir venir. J'adore les dessins. Ça, c'est tiré de types de BD, de gens dont je suis absolument fan. La musique, c'est des choses que j'adore écouter. Et j'ai toujours rêvé de ne plus travailler et qu'on me dise, tiens, Sébastien, voilà comment on fait de la musique électronique. Sauf que j'ai jamais pu. Et pareil pour le dessin. J'avais une vraie accointance, mais j'ai jamais pu poursuivre ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, quand je fais ce genre de choses, j'ai tellement l'impression de me libérer de
bah, j'ai 42 ans, je crois, je sais pas, de 30 ans, de vouloir faire des choses que j'ai pas pu réaliser, qu'aujourd'hui j'arrive à faire, que bah, je trouve que les IA, c'est pour ça que je les accueille extrêmement positivement, mais je me permettrai quand même parce que je sais que je peux avoir un discours extrêmement positif sur les IA. Je pense qu'aujourd'hui, il y a du très bon à prendre, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même se méfier de les IA, notamment sur nos libertés individuelles. Voilà. Je dirais que c'est là où les IA risquent d'être très, très méchantes et qu'il faut s'en méfier comme de la peste. Et c'est aussi pour ça, si tu veux, que je m'y intéresse énormément et que je veux absolument garder le contrôle dessus, comprendre ce qui se passe en termes de législation pour qu'on ne devienne pas la Chine. Voilà, on finira là-dessus. Hein, Non, c'est super. voilà. Écoute, Mais sinon, au vraiment. quotidien, c'est vraiment un outil absolument merveilleux. Et je pense que c'est tant à la fois un super outil professionnel que quelque chose pour venir nous optimiser. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, il y a quelqu'un un jour qui m'a répondu, tu sais, dans ces automatisations, parfois tu connais quelques erreurs sur les gens que tu contactes. Oui. Et j'ai contacté quelqu'un qui m'a répondu qu'elle avait 10 doigts et un cerveau et que donc elle s'intéressait pas aux IA. Ça m'a stupéfait comme réponse parce que j'ai vraiment pas l'impression de me ramollir le cerveau, mais vraiment pas. Et je finirai là-dessus. On me compare souvent ça, oui, mais moi je compare ça souvent au GPS. Ah, il y a des gens qui disent oui, avec le GPS, on ne sait plus lire une carte. Et je répondrais, et à quoi ça sert? Le jour où j'aurai que tous les satellites de la Terre, GPS, fonctionneront plus, bah, je crois que je réutiliserai mon cerveau pour réutiliser l'espace qui est disponible dedans pour pouvoir réapprendre à comment utiliser une carte. Et qu'aujourd'hui, dans mon quotidien, je ne vois pas le problème de ne plus savoir utiliser une carte. Et je pense qu'on sous-estime notre capacité à pouvoir revenir sur certaines choses. Donc, je crois qu'il faut se détendre par rapport à ce genre d'outils, rester vigilant de manière politique sur ces outils, mais à titre professionnel, je trouve que c'est génial. Voilà. Donc j'espère qu'un jour OpenAI m'embauchera. Ou Claude. Ouais, non, mais écoute, vraiment, enfin, merci Sébastien, parce que on avait intitulé cette masterclass, tu vois, dans la peau ou dans la tête, tu vois, d'un SEO e-addict. Et en Désolé, je fait, parle un peu beaucoup. Hein. Je suis vraiment non, mais désolé. écoute, merci parce que je parlais en introduction de partage. Je pense qu'on a été complètement dans le partage. On allait beaucoup plus loin que le SEO et que l'IA. Tu nous as montré un peu. Je disais tout à l'heure que regardez ce qu'il y avait sous le capot. Tu nous as accompagnés. On pourrait faire, je pense, la journée ensemble. On pourrait faire plein de masterclass. En tout cas, j'imagine que tout comme moi, hein, ceux qui nous regardent, ça leur donne envie d'en savoir plus, de découvrir aussi les outils que tu nous as montrés, de revoir aussi nos façons de travailler, parce qu'en fait, c'est ça, hein, on passe notre temps à optimiser, à Oui. revoir. Moi, je me retrouve aussi beaucoup dans ce que tu as dit alors à titre professionnel, parce que on fait pas exactement le même métier, mais on est tous les deux consultants, donc effectivement, il y a toujours cette envie on va dire de bien faire notre travail. Hein. Il y a aussi ça, on a le souci du client, sans être son esclave, mais quand le client est content et ben nous on est content et Je suis heureux de faire ce que je fais tous les jours. ouais, c'est ça. Enfin, moi, je suis d'accord avec toi, Sébastien, et je pense que beaucoup aussi de consultants et de consultantes se retrouvent là-dedans. Et puis, sur le plan perso, tu vois, sur le fait que l'IA booste la créativité, moi, je me retrouve complètement là-dedans. Tu vois, moi, je suis un passionné de bande dessinée, de comics, et mon grand drame, c'est que je ne sais pas dessiner. Tu vois, je ne sais absolument pas dessiner. Je suis vraiment nul. Alors, j'ai Marie, la j'ai un chance. secret, c'est que dans mes toilettes, je dois avoir une vingtaine de comics qui sont affichés au mur. Je suis un fan. Alors, je déteste Marvel. Par contre, je suis un immense fan de Spawn, de Blade Runner, merde, The Darkness. Bref, des choses qui n'ont rien à voir, mais j'adore les comics aussi, pareil. Un Ouais, point commun. bon, on est un peu de la même génération, donc tu vois, Mm. c'est là où aussi on se retrouve. Mm. Et en fait, là, grâce à Alexandre Stopnicki, que tu connais également, Sébastien, de la bande In Data Bien Veritas, sûr. il m'a montré en fait des IA qui en fait sont parfaitement calibrés pour pouvoir réaliser de la BD. C'est-à-dire en fait, Mm. tu vas avoir un prompt dans lequel tu vas dire, bah tiens, je voudrais avoir une page en 9 cases, en 4 cases, en 6 cases. Ouais, c'est assez fou. Et en fait, à partir d'un visuel, il faut toujours passer par Midjourney. Tu vois, c'est que tu lui donnes en fait sur Midjourney Mm. ton univers pour
pour lui donner en fait un environnement, des couleurs des personnages. Et ensuite, derrière, il va pouvoir générer automatiquement les bulles qui, tu vois, vont correspondre peut-être à dire, bah tiens, je voudrais un plan contre-plongée, là, je voudrais un focus sur ce personnage-là, il est en colère. Alors, c'est en anglais, c'est encore en anglais, mais en fait, tu fais un travail de scénariste de BD. C'est-à-dire que tu as le team créatif, tu vois, le scénariste et le dessinateur, et en fait, l'IA remplace, on va dire, un dessinateur très débutant, évidemment. Hein. Moi, je n'ai pas l'ambition d'être édité, mais le fait de te dire que tu es capable de sortir 1, 2, 3 pages de BD alors que tu es nul, tu vois, que techniquement, tu es nul, tu ne sais pas dessiner, c'est, voilà, tu parlais tout à l'heure de… Satisfaisant. C'est satisfaisant. Tu parlais tout à l'heure, tu vois, de choses qu'on emmagasine. Hein, c'est un peu des rêves. Eh ben, tu vois, l'IA, en tout cas les IA créatives, elles peuvent nous permettre de pouvoir combler ces petits rêves à notre modeste niveau. Voilà. Donc, je trouve que c'est une super conclusion, Sébastien, et merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Ouais, j'ai adoré être avec toi, c'était cool. Et au plaisir de rencontrer tout le monde, à discuter. Et c'est ça. Donc, j'encourage tous ceux qui nous regardent, en particulier mes étudiants, à contacter Sébastien sur LinkedIn. Attention, hein, pas d'invitation, juste j'envoie une invitation. Non, 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 il n'y a que les mauvais marketeurs qui font ça. Et vous mettez un petit message personnalisé, 1 ou 2 phrases, peut-être pour expliquer ce qui vous a plu dans la masterclass de Sébastien, peut-être lui poser une question. Voilà, il vous a dit que tous les matins, il regardait les messages non lus qui n'avaient pas été traités par Sonia, donc il verra vos messages. Et peut-être aussi, je pense que ça pourrait être une bonne conclusion, de faire un post, voilà, de faire un post suite à cette masterclass. On parlait beaucoup de partage. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous retenez de cette masterclass? En taguant évidemment Sébastien et Koeki. Ça pourrait être bien, ça. Ouais, ce serait cool. Avec grand plaisir. Ce serait vraiment charmé. Alors, tu vas voir qu'il va avoir 2 postes. Bon, voilà, donc le challenge est lancé. Une nouvelle fois, un grand merci Sébastien. On te souhaite une excellente journée. Et donc, à très bientôt sur les ondes d'Innata Veritas, qu'on salue encore une fois, et du MBMCI. À très bientôt. Ciao. Salut. Merci.